Bienvenue au podcast Sac du Car. Mon nom est Didier Orméjus et cette semaine, on va mettre la table pour le début de la saison de la NFL. Ça va commencer jeudi soir à Philadelphie. On a bien sûr très hâte et on va avoir plusieurs invités lors de l'épisode qui vont nous parler de ce qu'ils ont hâte de voir pour la saison 2025 de la NFL. Et on va également parler des Alouettes de Montréal, les Alouettes qui ont eu congé la semaine dernière, mais ils seront de retour en action au cours du week-end. Comme à l'habitude, Marc-André Chaloux va y aller de sa chronique de Fantasy Football. Et je profite de l'occasion pour vous inviter à aller vous inscrire au pool du podcast Le Sac du Car du pool NFL. Si vous ne l'avez pas encore fait, à toutes les semaines, vous pouvez choisir quelle équipe, selon vous, va remporter son match face à l'équipe contre laquelle elle va jouer. Alors, je vous invite à vous inscrire au pool de football NFL du podcast Le Sac du Car. J'ai publié le lien via les réseaux sociaux du podcast et je vais le faire à nouveau au cours des prochains jours jusqu'au début de la saison régulière. Alors, cet épisode du podcast Le Sac du Car commence à l'instant. Guillaume, par la musique. Alors, je viens de vous dire qu'on allait avoir des invités tout au long de cet épisode. On commence en force avec David Arsenault, qui est descripteur des matchs des Alouettes à RDS et ancien reporter, ancien responsable du beat des Alouettes pendant 14 saisons. C'est à David que j'ai succédé. David, bienvenue au podcast. En fait, c'est pas la première fois qu'on t'a comme invité, mais ça doit Non. faire un an, je crois. Ouais, c'est ma deuxième présence à ton balado, donc je Ouais. suis très content. Salut Didier, salut Marc-André, salut tout le monde. Allô? Bon, parfait, David. Écoute, on est content de t'avoir. J'aurais pas dû attendre aussi longtemps afin de t'inviter d'être avec nous. Écoute, avant de parler de la NFL, on va parler des Alouettes. Comme je viens de dire, les Alouettes avaient congé la semaine dernière. Puis c'est vraiment une semaine de congé dont on avait grandement besoin du côté des hommes de Jason Maas en raison de la longue liste de blessures qu'il y a au sein de la formation montréalaise, depuis le tout début de la saison ou à peu près. Ça n'arrête pas. Puis là, les Alouettes vont de retour en action samedi à Montréal. Mais tout d'abord, David, je vais te donner une page blanche. Qu'est-ce que tu penses justement des Alouettes? Ils ont une séquence de 4 défaites. Il y a de nombreux blessés. On est rendu au 4e carrière en James Morgan. Donc, c'est quoi ton constat de la situation actuelle des Alouettes qui sont toujours au 2e rang de la section Est de la Ligue canadienne? Les gens me demandent depuis quelques semaines, est-ce que tu es inquiet pour les Alouettes? Moi, je dis non parce qu'il reste encore 7, 8 semaines pour que les Alouettes se replacent sur le droit chemin et surtout, ce temps va permettre à tous ces joueurs blessés de guérir et de possiblement revenir en forme pour la fin de la saison. Dans la Ligue canadienne, c'est une ligue à 9 équipes. Certains vont dire il n'y a pas assez de formation, mais la beauté de tout ça, c'est qu'il y a quand même 6 formations qui vont participer aux rencontres éliminatoires. À moins que les Alouettes perdent leurs 7 derniers matchs, je pense que l'équipe sera en mesure de se qualifier pour les éliminatoires. Et après ça, tout est possible. Rappelez-vous, l'an dernier, les Alouettes connaissaient une saison fantastique, puis se sont écrasés en deuxième moitié de saison et ils ont été éliminés en finale de division. La saison précédente, ça avait été le contraire. Il y avait eu des ennuis au départ, puis l'équipe a commencé à gagner des matchs de façon régulière vers la fin de la saison pour éliminer Toronto en finale de division et ensuite remporter la Coupe Grey. Donc, je suis pas inquiet. Par contre, j'espère que les joueurs en place vont en donner un tout petit peu plus. Je pense que la profondeur de l'équipe a été mise à l'épreuve ces dernières semaines. On constate qu'il y a certains joueurs qui n'ont pas été remplacés. Je pense notamment sur les retours de beauté. On a tenté toutes sortes de choses depuis quelques semaines. Il y a seulement eu 3 retours explosifs chez les Alouettes cette saison, dont 2 par James Letcher. Alors, je pense que de ce côté, il y a place à l'amélioration. Et j'aimerais beaucoup voir Charleston Rambo s'imposer davantage en l'absence des receveurs de premier plan comme Philpott et Mack. Je trouve qu'il est trop effacé et Rambo n'est plus du tout la menace qu'il était la saison dernière. Il a été parmi les meilleurs de l'équipe pour les passes complétées d'au moins 30 verges. Cette année, il en a une seule. Donc, si certains joueurs peuvent élever leur niveau de jeu, et si certains nouveaux venus qui seraient insérés dans la formation parviennent à faire le travail, je pense que les Alouettes vont être corrects d'ici la fin de la saison.
Ouais, c'est ça, c'est quelque chose que Jason Martz nous a rappelé avant le dernier match des Alouettes, avant la semaine de congé, qu'à ce moment-là, ils avaient juste perdu 3 matchs consécutifs. Mais il rappelait que le classement n'avait pas changé durant cette période-là, parce que les Mhm. Tiger Cats avaient perdu également. Ça en était de même pour Toronto et Ottawa. Donc, les Alouettes sont toujours au deuxième rang, malgré le fait, présentement, ils ont une fiche de 5 victoires et 6 défaites. Tu as mentionné le nom de Charleston Rambo. Moi, c'est une de mes grandes déceptions cette année, parce que j'avais hâte à la deuxième saison de Charleston Rambo. Comme Mhm. tu l'as dit, il est tellement explosif. C'est un des joueurs les plus rapides de la Ligue canadienne de football, mais il a toujours aucun touché jusqu'à présent cette saison. Ça, si tu m'avais dit ça le 11 mai, lorsque le camp d'entraînement des Alouettes a commencé, que là, on serait pratiquement au mois de septembre et que Charleston Rambo n'aurait aucun touché, il a raté seulement un match, euh, je t'aurais jamais cru, là, vraiment. Toi, Marc-André, est-ce que tu es aussi optimiste face au reste de la saison des Alouettes? On dit souvent que la vraie saison dans la Ligue canadienne, mais ça commence à la fête du travail. Mais la fête du travail, c'est aujourd'hui. Chose certaine, David parlait qu'il n'est pas inquiet envers les Alouettes qui vont rebondir. Je pense que ça va prendre assurément le retour de Davis Alexander pour faire ça, le corps immaculé des Alouettes, on peut dire ça comme ça. Parce que c'est vraiment. Est-ce qu'on peut parler la première moitié de saison de pari réussi de Danny Machocha? Je pense que le pari est réussi dans la limite où lorsque Davis Alexander est sur le terrain, l'attaque fonctionne, c'est un pari réussi. On a choisi Davis Alexander, ça fonctionne lorsqu'il est sur le terrain. Le problème, c'est qu'il manque encore une fois des rencontres. C'est un peu ça, mais je pense que c'est ça. Davis Alexander, je pense que c'est un joueur d'impact qui peut faire une différence lors d'un match. Je pense que ça va le prendre assurément pour que les Alouettes puissent revenir. Je pense encore que le premier rang est accessible, là, la division Est, là, si Davis Alexander est de retour en santé. Donc, j'ai bien hâte de voir la suite des choses. Oui, parce que l'attaque des Alouettes, au cours des 5 derniers matchs, a généré 4 touchés seulement. Dans la Ligue Mhm. canadienne, tu ne peux pas remporter des matchs si tu génères une douzaine de points par rencontre. Pour ce qui est de James Morgan, c'était pas catastrophique son premier départ dans la Ligue canadienne. N'oubliez pas, je pense, Didier, tu me corrigeras, mais qu'il a eu peut-être 2 vraies séances d'entraînement avec les Alouettes lorsqu'on a su que McLeod Bethel-Thompson allait rater plusieurs semaines d'activité. Je pense qu'il s'est entraîné une fois avant le match contre Une fois, Vancouver ouais. et une seule autre fois avant le dernier C'est match exact. contre les Blue Bombers de Winnipeg. Donc, écoutez, même si Morgan participe aux entraînements, même si on dit de lui qu'il est studieux, qu'il a un bras fantastique, 2 séances d'entraînement seulement en l'espace de 2 semaines, c'est trop peu, même pour un carrière comme James Morgan. C'est pour ça que moi, je suis confiant de voir les Alouettes revenir en force avec Morgan le temps que Davis Alexander soit de retour sur pied, en mesure d'aider les Alouettes. Donc, ça va prendre du temps. C'est pour ça que je ne suis pas inquiet. Je pense qu'Alexander, non pas Alexander, mais Morgan, il aura l'occasion de s'entraîner davantage, il aura l'occasion d'assimiler davantage le livre de jeu. Et je pense qu'il sera en mesure de faire le travail. Je ne pense pas qu'on va avoir droit à une performance similaire à celle offerte par McLeod Bethel-Thompson. Ouais, ça, tu fais bien de le souligner, le petit nombre d'entraînements que Morgan a eu, parce que, tu sais, on dit c'est 2 séances d'entraînement en 2 semaines, mais même lors du match à Vancouver, souvenez-vous, les gars, c'est Caleb Evans qui avait obtenu le départ. Donc, Mhm. on avait tout fait pour préparer Caleb Evans. Donc, Morgan, il n'avait même pas eu tant de répétitions que ça là, lors de l'entraînement de cette semaine, puisque cette semaine-là, il y avait juste 2 entraînements et le premier avait été annulé en raison de la pluie. Donc, les Alouettes avaient dû aller à l'intérieur. Ils n'avaient pas pu avoir une séance d'entraînement habituelle. Puis là, bon, on connaît la suite des choses. Evan se blesse. Courte semaine en revenant de Vancouver. Seulement une séance d'entraînement complète pour James Morgan. Je me dis qu'il pourra juste être mieux lorsque les Alouettes vont Mhm. affronter les Tiger Cats de Hamilton, il me semble, simplement par la force des choses. Mais j'ai une question pour vous, messieurs. Une chose qui pourrait aider Morgan, puis peu importe quelle carrière des Alouettes, ça serait si la défense joue mieux. Puis je veux commencer par toi, Marc-André. Euh, Lors de la dernière rencontre des Alouettes, l'unité défensive m'a vraiment déçu parce qu'il y avait réellement seulement un partant qui était absent, c'était Marc-Antoine Dequoy. Puis, on s'est fait tailler en pièces tout simplement, alors qu'on a principalement tous nos effectifs étaient là sur le terrain. Est-ce que vous pensez que la défense va pouvoir se replacer? Je commence par toi, Marc-André. J'ai hâte de voir les ajustements qu'on va faire parce que vous suivez l'équipe au quotidien, vous êtes sur le beat comme vous dites, mais d'un œil extérieur, je veux dire, on voit pas d'ajustement
dans les matchs de la part des Alouettes. C'est peut-être Noel Thorpe, c'est peut-être le coaching staff en général, mais je veux dire, je me souviens d'un match, souvenez-vous le match contre les Lions de la Colombie-Britannique, on s'est fait tailler en pièces par Nathan Rourke et par la voie aérienne, par la passe. Et là, lors du dernier match contre les Blue Bombers, c'est plutôt Brady Oliveira là, qui nous a taillés au sol. Donc, on dirait que je ne sais pas si c'est une question d'ajustement, Didier, David, mais je trouve que c'est ça, on n'est pas incapable vraiment de s'ajuster en cours de match. Puis ça, je pense que ça peut devenir un problème à long terme. C'est pas fou, Marc-André, effectivement. Moi, il y a deux statistiques que je retiens beaucoup depuis quelques semaines. On dit que dans un match, 4 ou 5 jeux vont faire la différence. En défense, je regarde, on n'a pas réussi une seule interception lors des 4 dernières rencontres et on en a 2 lors des 7 derniers matchs. Quand on a une attaque qui connaît des ennuis, qu'est-ce que la défense doit faire? Elle doit aller redonner le ballon à son attaque. Elle doit provoquer des revirements. De ce côté-là, la tertiaire, notamment, n'a pas fait le travail. L'autre statistique qui m'a beaucoup dérangé depuis quelques semaines, c'est l'incapacité des Alouettes d'arrêter l'adversaire en situation de deuxième essai et long. Deuxième essai et long. On a environ, au cours des 4 derniers matchs, permis à l'adversaire de convertir 40 de ses situations de deuxième essai et plus. Et rappelez-vous le nombre de fois que l'adversaire s'est sorti du pétrin en allant chercher 17 verges alors qu'on était en deuxième essai et 15, des jeux comme ça. Selon moi, ces deux statistiques-là font très mal aux Alouettes. Si on peut s'améliorer au chapitre des revirements, notamment pour les interceptions, et si on peut forcer l'adversaire à quitter le terrain après un deuxième essai raté, selon moi, l'équipe sera en bien meilleure posture. Ouais, les deuxièmes et longs, il faut que ça arrête. Là. On ne peut pas concéder. Tu ne peux pas permettre aux équipes de convertir des deuxièmes et 12, deuxièmes et 15 même. Ça doit arrêter. En tout cas, j'ai bien hâte de voir ça parce que là, je pense que Marc-André a amené un bon point. Il y a un manque au niveau des ajustements là, du côté de Mm-hmm. l'unité défensive. La semaine dernière, on avait reçu Jean-Philippe Boduc, qui est analyste à la radio lors de la diffusion des matchs des Alouettes. Puis lui aussi, il trouvait ça. Il trouvait qu'au troisième quart, ça devenait évident qu'il y avait un manque au niveau des ajustements du côté de l'unité défensive montréalaise. Écoute, Noel Thorpe, c'est toute une tête de football. J'imagine qu'il doit avoir passé la semaine de congé à essayer de trouver des solutions. Donc, j'ai bien hâte à la rencontre du 6 septembre lorsque les Alouettes vont recevoir les Tiger Cats de Hamilton afin de voir justement si la défense va mieux jouer là, également. Puis Pierre, ça fait des semaines qu'il en parle lorsqu'il est à l'analyse des rencontres à tes côtés, David. Les passes dans les flancs que les équipes sont en mesure de compléter à outrance depuis quoi? Environ la 4e semaine d'activité. Ça Oui, aussi, il faut que ça arrête, David. oui, absolument. Pierre a bien fait de le souligner. Et pour revenir à ce match contre les Tiger Cats, n'oubliez pas que les Alouettes doivent l'emporter par au moins 19 points. Parce que lors du premier match, Ouais. Hamilton avait eu le meilleur. Il y a une série de 2 rencontres seulement entre ces formations cette année. Alors, si les Alouettes veulent avoir le bris, en cas d'une égalité entre les deux équipes, on doit l'emporter par 19 points samedi prochain pour avoir l'avantage parce que c'est le premier bris. Donc, ce ne sera pas évident. On a une défense qui est généreuse, puis une attaque qui ne produit pas beaucoup de points. Ça s'annonce ardu pour les Alouettes, mais c'est encore possible. Beau Levi Mitchell qui joue d'ailleurs là, du football inspiré depuis le début de la saison. Mm. J'aimerais revenir peut-être sur les performances de l'attaque. On n'est pas très positif dans cette conversation-là, je trouve. J'essaie de trouver du positif, mais... Ils viennent de perdre leurs 4 derniers matchs. Là. ouais, je Ils nous comprends. aident pas. Là. Le positif, c'est José Malta Diaz, je pense. Et en passant, d'ailleurs, je vais te Ouais. dire, David, là, El Canon, j'adore ça. El Ben Canon. écoute, ouais, El Canyon, je pense que je le El prononce bien, là, Canyon? mais OK. non, ben oui, on me corrigera si jamais je suis dans l'erreur, mais je trouvais que c'était sympathique parce que c'est complètement fou ce que José Maltos a fait. Et heureusement qu'il est là, même si ses bottées de précision récemment n'ont pas permis aux Alouettes de l'emporter, mais je trouvais ça complètement hallucinant ce qu'il a été en mesure d'accomplir. Le record des Alouettes, c'était un botté de 54 verges qui avait été fait par David Ray en 1968. Et le record a duré 57 ans. Et en l'espace de 16 jours, José Maltos Diaz a réussi 3 des 4 plus longs bottés dans l'histoire des Alouettes. Mhm. C'est quand C'est même fou. assez fou. Il a éclipsé la marque de David Ouais. Ray, puis il a ajouté également son nom dans le top 4 de l'histoire de l'équipe. Alors moi, je trouve ça fantastique. On a eu El Presidente chez les Expos. On a eu évidemment plusieurs joueurs des Canadiens qui ont hérité d'un surnom, dont
un certain Mats Naslund qui était le petit Viking. Alors, chez les Alouettes, on a le canon El Camion José Maltos Diaz. Puis qu'est-ce qui est vraiment exceptionnel des performances de Maltos Diaz, il m'avait confié en entrevue lors du camp d'entraînement que lorsqu'il s'entraîne au Mexique durant la saison morte, c'est difficile pour lui de trouver un terrain de football avec des poteaux des buts. Alors lui, il s'entraîne sur un terrain où il n'y a même pas de poteaux des buts. Imaginez-vous, les gars. Donc, il visualise tout ça dans sa tête. Puis clairement, ça fonctionne, hein, puisqu'il connaît vraiment une belle saison. Mais je trouve que c'est vraiment impressionnant. Là, il n'a même pas accès à un vrai terrain de football avec des poteaux, des buts. Et puis, malgré tout, ben, il est un des botteurs de précision les plus constants dans toute la Ligue canadienne depuis le début de la saison. Bref, messieurs, on va voir qu'est-ce que ça va donner du côté des Alouettes. Oui, tu allais ajouter quelque chose, Marc-André? Non, pas du tout. Ah, c'est moi, Ah, OK, j'ai OK, fait un excuse-moi. Ah, c'est David, oui. Écoute, oui, oui, Ouais, j'ai entendu un excuse-moi. petit son, ouais. Ben, vas-y, vas-y. C'est que j'aimerais parler justement rapidement des acquisitions qui ont été faites par Danny Machocha. Et récemment, j'ai eu un court échange sur X avec un amateur de football et il semblait dire que Danny Machocha n'avait pas pris de bonnes décisions. Mais je dirais que la moyenne au bâton de Machocha comme directeur général, elle est très élevée parce que ses acquisitions ont été, je dirais, dans la très grande majeure partie du temps, excellentes pour l'équipe. Je lance des noms comme ça. Ouais, Tyrese Barrett, c'était quoi les Isaac arguments Adeyemi du. Berglund, Ouais. José Maltos. Ben, en fait, on en venait surtout à la discussion au quart arrière. Parce que là, les Alouettes se retrouvent avec un problème de quart, puis on voit ailleurs dans la Ligue Cody Fajardo, qui connaît assez de succès, sans pour autant mener les Elks constamment à la victoire. Il y a évidemment Trevor Harris qui connaît du succès et Vernon Adams. Et cet amateur disait, bon, on a pris les mauvaises décisions. Et moi, je lui rappelais, Cody Fajardo ne voulait pas rester chez les Alouettes. C'est lui qui a choisi de s'en Mhm. aller et il était conscient qu'il allait être le numéro 2 à Edmonton en début de saison derrière Trey Ford. Pour ce qui est de Trevor Harris, il est excellent. Mais il y a quand même trois équipes avant les Alouettes qui ont lancé la serviette dans son cas. Les Argos, le Rouge et Noir et les Elks. Et pour ce qui est de Vernon Adams, c'est vrai qu'il a été probablement le meilleur quart depuis la retraite d'Anthony Calvillo. Mais à un certain moment, Vernon Adams était dû pour un changement d'environnement. Il était dû pour aller jouer ailleurs. Il n'avait pas nécessairement toute sa tête. Il n'était pas nécessairement dans les meilleures dispositions pour mener l'attaque montréalaise. Alors, c'est faux de croire que les Alouettes ont pris les mauvaises décisions. Tant mieux pour ces carrières s'ils sont maintenant devenus d'excellents quarts avec d'autres formations. Mais de confier l'attaque à Davis Alexander, c'était le moment de le faire. Rarement au cours des dernières années, corrigez-moi, on a eu un quart arrière qui a été développé du début jusqu'à la fin. Parce que la plupart du temps, Mhm. on allait chercher des quarts qui avaient de l'expérience ailleurs dans le circuit. Je pense à Jonathan Crompton, euh, nommez-les, là, Jeff Matthews, il y a plein de noms qui me viennent en tête. Et Non, non, c'était des nomme-les quarts pas, arrière. David. Tu me rappelles des mauvais souvenirs, s'il te Jeff plaît. Matthews. Écoute, la liste, là, elle est. Moi, j'avais oublié D'ailleurs, je Matthews regardais ça. complètement. Oui, oui, écoute, la Wow. liste, elle est longue, mais Davis Alexander, Je en fait, sais. McLeod Bethel-Thompson est le 22e carrière à avoir commencé au moins un match chez les Alouettes depuis la dernière rencontre de Carvillo. Et donc, dans cette liste-là, écoute, il y a Kevin Glenn, Trevor Harris, Alex Brink, Josh Neeswander. Ah, Bref, Alex Brink. An- la liste, elle Ah, est très, très longue. Antonio Mais bref, tout ça pour Pipkin. dire. Ah, Antonio Pipkin, puis l'ancien gagnant ah, du Rakim arrêtez, les gars, Keto. Troy arrêtez. Smith. Troy Smith qui était là notamment. Troy Bref, Smith. il y en a Rakim eu, ouais, il y en Keto. a eu des quarts arrière chez les Alouettes, mais tout ça pour dire que je pense que Danny Machocha a pris beaucoup plus de bonnes décisions que de mauvaises. Il ne s'est pas trompé trop souvent. Je pense pas, comment dire, je pense pas que vous allez être en désaccord avec moi là-dessus. Ouais, puis une chose qu'il ne faut pas oublier, dans le cas de Trevor Harris, les Alouettes avaient été mis à vendre. Trevor Harris a attendu, Ouais. d'après ce qu'on m'a dit. Il a essayé d'être patient parce que lui, il souhaitait rester à Mhm. Montréal. Mais étant Ouais. donné que les Alouettes n'avaient pas de propriétaire, l'équipe était à vendre à un certain moment donné, ben, il s'est dit, ben, regarde, moi, je vais aller ailleurs, là, tout simplement. Donc, il y a ça aussi qui est arrivé, puis ça n'a Ouais. vraiment pas aidé Danny Machocha dans ça. Puis je crois, dans les circonstances, je suis d'accord avec toi, qu'il a fait du bon boulot. Là. Puis que depuis que Danny Machocha a été nommé DG des Alouettes, je pense qu'il a une excellente moyenne au bâton là, en termes Mhm. des acquisitions. Oui, Là. oui, oui, Je dois avouer que absolument. j'étais sceptique lorsqu'on a confié les rênes de l'équipe à Davis Alexander. Je trouvais que c'était peut-être un peu audacieux, mais encore là, je trouve que le pari a été remporté par Danny Machocha. C'est un
c'est un bon coup. Lorsqu'il est sur le terrain, Davis Alexander, les Alouettes gagnent. Là, je veux dire, je vois pas pourquoi ce serait, c'est ça. C'est pas une mauvaise décision qu'il soit blessé. C'est vraiment hors du contrôle là, La de Danny malchance. Machocha. Exact, c'est de la malchance. Oui. Vous allez me dire, écoute, ça peut arriver à tout le monde. Ça arrive beaucoup dans une saison parfois pour des équipes. Ça arrive pas du tout pour d'autres. Je veux dire, on peut pas contrôler ça. Puis on se regarde les dernières acquisitions. Un gars comme Alexander Hollins, là, je veux dire, on est décimé à la position de receveur de passe chez les Alouettes. En fait, je trouve que personnellement, là, je trouve que sur papier, on est imposant. C'est un bon groupe de receveurs de passe. Des Austin Mack, des Tyson Philpott. Mais par contre, c'est des joueurs qui sont souvent blessés. Austin Mack, mon grand-père Mhm. dirait qu'il est fait en porcelaine de Limoges. J'imagine que c'est de la porcelaine fragile, mais bref. Puis Tyson Philpott, veut pas, il n'est pas souvent sur le terrain depuis 3 ans. Il est explosif. C'est un des meilleurs receveurs de passe lorsqu'il est sur le terrain du circuit, selon moi. Mais on a un problème chez les Alouettes, surtout à la position de receveur de passe, on est excellent sur papier, mais sur le terrain, c'est parfois pas ce qu'on voit parce que justement, là, on n'est vraiment pas épargné par les blessures. Effectivement, puis je pense notamment cet hiver, lorsque Danny a pris la décision de laisser aller Keon Julian Grant, c'était pour avoir assez d'argent pour payer ses deux premiers receveurs, donc Mac et Philpott. Et par la suite, il s'est dit, il y a certainement d'autres Canadiens au sein de notre équipe qui vont pouvoir remplacer Keon Julian Grant. Pour l'instant, est-ce que ce receveur canadien est, comment dire, très efficace? On en voit un peu de Régis Mhm. Sibassou, on en voit un petit peu d'autres, des centres arrière, mais un vrai receveur canadien, là, il n'y en a pas vraiment pour l'instant. On a très peu vu les jeunes comme Hakeem Harris, Harris. Mhm. Ouais. notamment, mais c'est ça. Donc, j'attends toujours qu'on ait un bon deuxième receveur canadien, où je l'appellerais le numéro 4, numéro 5 dans la hiérarchie. Mais donc, effectivement, Marc-André, tu as raison, parce que là, les deux dont on parle qui sont blessés, Charleston Rambo qui tarde à faire le Mhm. travail, les Canadiens de soutien qui ne font pas nécessairement le boulot non plus, ça peut expliquer aussi pourquoi cette attaque-là a autant de difficultés. C'est parce que j'en reviens à la profondeur. Euh, Lorsqu'un gars comme Alexander Hollins doit se démarquer pour permettre aux Alouettes d'avoir un petit peu d'éclat à l'attaque, je dirais qu'il y a comme un problème, mais tant mieux pour lui si Hollins est en mesure de rester dans l'entourage de l'équipe d'ici la fin de la saison et de démontrer qu'il est peut-être meilleur que Charleston Rambo. Alors, on verra bien. Et est-ce qu'on va courir, bon Dieu? Hey, oui, Ouais. oui, puis Ah. c'est une bonne question parce que le jeu au sol, on le disait, c'est un problème chez les Alouettes. En début de saison, rappelez-vous, c'était super encourageant. Sean Thomas Erlington avait connu quelques bonnes performances, puis là, on se disait, waouh, Ouais. vraiment, ça va mieux que la saison dernière. Thomas Erlington vient de subir une blessure il y a quelques semaines. J'ai aimé Travis Tice, évidemment, très belle recrue, faite sur mesure pour la Ligue canadienne. J'attends encore Stevie Scott. On nous avait parlé d'un demi-offensif qui avait un potentiel très intéressant pour la Ligue. Pour l'instant, j'attends toujours de voir ce qu'il est en mesure de faire. N'a pas démontré, selon moi, à moins que je me trompe, là, parce que je ne vois pas non plus Ouais. les bandes Il y a eu vidéo. quelques flashs lors du dernier Ouais, match, là. Il y a eu quelques courses mais ci et là, mais il n'y a rien eu de constant encore de sa part, non. là. Mais Mais en même on temps, lorsqu'on reprochait ne court pas surtout à souvent Vaughn. avec le ballon, c'est difficile pour les porteurs de ballon réellement de se mettre en évidence. Ouais. Je veux pas t'interrompre, David, mais c'est juste que je pensais à ça lorsque tu parlais, puis tu mentionnais le début de saison que Tom Arlington avait eu. Puis je me souviens que Jason Mars nous disait, ben ça, c'est une des raisons pour laquelle on a préféré Tom Arlington à Walter Fletcher, parce qu'il donne, il amène une dimension de robustesse à l'attaque qu'on n'avait pas avant. Puis là, Mars encensait Tom Arlington. Puis là, la semaine d'après, il y a eu le premier match contre Hamilton à Hamilton, où on n'a presque pas couru avec le ballon. Mhm. Puis là, c'est devenu un thème récurrent. Puis là, on est rendu au mois de septembre pratiquement. Puis il faut encore parler du fait qu'on a l'impression que les Alouettes n'utilisent pas suffisamment leur jeu, leur attaque terrestre. Je comprends que c'est du football à 3 essais. Mais il faut que tu donnes un coup de main, surtout à tes carrières réservistes. Là, tu es sans Et Davis voilà. Alexander. Alors, ça devient encore plus important, il me semble, d'utiliser l'attaque au sol. Imagine si les Alouettes misaient encore sur un jeune William Standback ou un demi-offensif capable de prendre la grande majorité des jeux à l'attaque sur ses épaules. Écoute, ce serait fantastique, mais les Alouettes n'ont pas
ce genre de demi-offensif, le genre de joueur qui est capable de, je dirais pas de gagner un match à lui seul, mais de faire une très grande différence. On a vu Brady Oliveira récemment. On a également le demi-offensif qui était à Vancouver, l'ancien des Tiger Cats, dont le nom m'échappe, mais bref, Ouais, James Butler Butler. qui connaît toute une saison, James ouais. Butler, voilà, c'est ça. Alors, Ouais. on parle de demi-offensifs qui sont capables de faire une différence. Je ne pense pas que les Alouettes en ont un présentement capable de faire le même genre de travail. Bon, ben, parfait, messieurs. Écoutez, si vous avez rien d'autre à ajouter là-dessus, on pourrait peut-être se mettre à parler de la NFL, étant donné que la saison va Oui. commencer jeudi soir. David sera à la description du tout premier match de la saison 2025, alors que les Eagles de Philadelphie vont recevoir les Cowboys de Dallas et Michael Parsons. Ben non, c'est vrai. On l'a échangé. Jerry l'a échangé aux Packers de Green Bay. Alors, bonne chance aux Cowboys pour la saison 2025. Mais David, écoute, dis-moi, est-ce qu'il y a une histoire, est-ce qu'il y a quelque chose, que ce soit une équipe ou un joueur qui retient ton attention là, avant le début de la saison, un joueur, une équipe que sur lesquels tu vas garder un œil pendant toute la saison? Est-ce qu'il y a quelque chose qui retient ton attention? Des équipes retiennent mon attention parce que Hmm. il y a certaines formations qui, selon moi, sont rendues cette année, en 2025, à une étape très cruciale. Les éléments sont là pour gagner le Super Bowl. Comme on dit, la fameuse fenêtre, elle est ouverte. Et là, il y a une de ces équipes qui doit absolument en profiter. Les Ravens de Baltimore avec Lamar Jackson, les Bills de Buffalo avec Josh Allen, et dans la nationale, les Lions de Détroit avec Jared Goff et Hmm. compagnie. Selon moi, ces trois formations, il faut qu'il y en ait une qui se rende jusqu'au bout et qui remporte le trophée Vince Lombardi. Il y a beaucoup trop de talent au sein de ces trois formations pour rater encore une fois cette occasion. On a vu ce que les Ravens ont fait. Ce sont souvent des fins de parcours rapides en match éliminatoire. 6 fois au cours des 7 dernières saisons, on a été éliminé beaucoup trop rapidement. Pour les Bills, on a apporté quelques changements à l'attaque. Il y a également la défense qui devra faire le travail, mais avec Josh Allen comme quart arrière, selon moi, il est capable de se rendre jusqu'au bout. Puis les Lions, s'il n'y avait pas eu tant de blessés l'an dernier, je pense que cette équipe-là aurait pu accomplir de très grandes choses. L'attaque, elle est toujours aussi explosive, l'une des très belles formations de la NFL. Puis en défense, le retour d'Aiden Hutchinson devrait faire une grande différence. J'espère qu'il est en forme. Il est l'un des bons joueurs défensifs, pas bon, l'un des très bons joueurs défensifs de la NFL. Puis quand il est en santé, c'est tout le spectacle qui est meilleur. Donc, ce sont vraiment les trois équipes que je vais regarder de près parce que selon moi, elles doivent passer à la prochaine étape. Et j'inclus pas là-dedans des formations qu'on a vues beaucoup ces dernières années qui ont démontré qu'elles étaient capables de gagner, comme les Chiefs ou les Eagles, par exemple. Ouais, puis de ces trois formations-là, est-ce qu'il y en a une qui est plus proche de ton cœur ou en raison de la présence d'un joueur, peut-être à cause de Lamar, à cause de Josh Allen, tu te dis, et toute l'historique également là, des Bills, on se souviendra qu'au des Ouais. années 90, Buffalo a perdu 4 Super Bowls consécutifs, ou les Lions qui ont été la risée de la Ligue pendant, Mhm. bon, pendant quoi, 50 ans peut-être, ou à peu près. Est-ce À qu'il y a peu une près. équipe, là, tu dis, ah, celle-là, j'aimerais plus avoir accédé au Super Bowl que les autres? Pas vraiment. Puis je dois répondre, je suis très objectif, je n'ai pas de club préféré. Puis d'ailleurs, on me pose souvent la question, est-ce que tu aimes un club en particulier? Non, pas vraiment. J'aime le football. Je décris chaque match avec le même intérêt. Je n'ai jamais eu de fanion ou de chandail d'une équipe en particulier. Donc, à chaque semaine, quelles que soient les équipes qui s'affrontent, je suis le plus neutre possible. Donc, je regarde ces trois équipes-là. Ce serait beau que Lamar Jackson savoure en quelque sorte une revanche. Lui qui l'an dernier a été battu au fil d'arrivée par Josh Allen pour le titre de joueur par excellence. Ça ferait du bien aux Ravens de mériter les grands honneurs, quoi qu'ils l'ont déjà fait par le passé. Puis si on parle de deux équipes dont les partisans ont souffert, tu as raison de le dire, Didier, les Bills et les Lions, si je regarde quelle est l'équipe peut-être la plus spectaculaire à mes yeux, les Lions de Détroit. Les Lions ont vraiment du talent à l'attaque, ça n'a aucun sens. Les demi-offensifs, les receveurs de passe, le carrière Jared Goff aussi, puis la défense. La défense, je le répète, l'an dernier, il y a eu tellement de blessés à un certain moment. Les Lions ont été mis à l'épreuve. Il n'y avait plus vraiment personne pour faire le travail lorsque tous ces gars sont tombés au combat. Selon moi, les Lions misent sur la meilleure équipe. Je trouve que c'est là qu'il y a vraiment le plus de talent. Puis j'ai hâte de voir, ils ont perdu leurs deux coordonnateurs au cours de la saison morte qui sont devenus des entraîneurs-chefs dans la NFL. Donc, j'ai hâte de voir si la transition va bien se passer. Mais parmi ces trois équipes dont je parlais, je crois que les Lions
forment peut-être l'équipe la plus complète. Ouais, puis toi, de ton côté, Marc-André, est-ce qu'il y a une équipe là, plus proche de ton cœur dans ces trois formations-là ou en raison de la présence d'un joueur, tu aimerais les voir accéder au Super Bowl? Ce serait, d'après moi, une disgrâce que Lamar Jackson conclue sa carrière dans la NFL sans qu'il remporte un Super Bowl. Par contre, je Ouais. pense que les Ravens, c'est une équipe qui, je ne veux pas tu sais, entre guillemets, là, l'étiquette de choker, l'étiquette Mhm. d'équipe, une réputation d'équipe qui ne se présente pas lors des matchs importants. Depuis 2020, la fiche des Ravens, donc depuis que Lamar Jackson est le quart partant, la fiche des Ravens est de 23-24, donc une fiche inférieure à 500 lors des matchs décidés par un touché ou moins, donc 7 points ou moins. Puis l'année dernière, on se souvient, les Ravens, saison incroyable, mais des défaites contre les Raiders, les Browns et les Steelers, des matchs où ils étaient favoris. Je pense que pour accéder au niveau supérieur, parce qu'on pensait l'avoir l'année passée lorsqu'on a fait l'acquisition de Derek Henry, on s'est dit, mon Dieu, Mhm. Lamar Jackson, Derrick Henry, ça va faire flèche de tout bois. On a encore été incapable d'accéder au Super Bowl. Je pense qu'il va falloir apprendre à gagner dans ces moments importants-là. Puis si les Ravens font ça en 2025, je pense qu'ils peuvent aspirer au grand honneur. Du côté des Ravens, en éliminatoire, il y a toujours quelque chose d'inexplicable du côté de leur attaque, je trouve. Souvenez-vous, il y a 2 ans, le match de championnat de l'Association américaine était présenté à Baltimore. Ils recevaient les Chiefs de Kansas City. J'avais eu l'opportunité d'être sur place pour la rencontre. L'atmosphère était incroyable dans le stade, les gars. On avait l'impression que toute la ville de Baltimore était là. Les Ravens étaient plus qu'à une victoire d'une participation au Super Bowl. On avait la meilleure attaque au sol de toute la NFL. On a couru seulement, si je me souviens bien, 6 fois avec nos porteurs Mhm. de ballon lors de ce match. L'année dernière, à Buffalo, match éliminatoire contre les Bills. Puis à un certain moment, au cours de cette rencontre-là, on n'a pas remis le ballon à Derrick Henry. Tu sais, moi, je me dis, OK, Lamar, il a l'air plus nerveux. Puis lui-même, il l'a admis lors des matchs éliminatoires. Il a tendance à essayer à en faire trop, à trop en faire. Là, je m'étais dit, avec Derrick Henry dans le champ arrière, ben, ça va éliminer ça. Tout ce qu'on va avoir à faire, c'est de remettre le ballon à Henry plus souvent, et il va nous mener à la victoire. Puis à un certain moment donné, le coordinateur des Ravens a oublié de remettre le ballon à Derrick Henry, ce qui aurait pu faire la différence dans un match qui a été très serré. Alors, c'est ça, c'est autant au niveau des joueurs avec Lamar Jackson, que ce soit à la passe échappée de Mark Andrews, mais également au Mhm. niveau du coaching qu'on choke, carrément. On choke. On n'est pas la même équipe en éliminatoire du côté des Ravens qu'on l'est en saison régulière lorsqu'on est en mesure de marquer une trentaine de points. Alors, j'espère que cette tendance-là ne va pas se poursuivre. Moi, je suis complètement déchiré entre les Bills et les Ravens afin de savoir à laquelle de ces deux équipes-là j'aimerais voir au Super Bowl éventuellement parce que ce que Lamar Jackson et Josh Allen ont accompli depuis le début de leur carrière, l'amélioration qu'on a vue de la part de ces deux joueurs-là. Là. Souvenez-vous, Mhm. Lamar, lorsqu'il est arrivé en tant que passeur, ça laissait à désirer. Des fois, ses passes étaient Ah 10 oui. pieds par-dessus la tête de ses receveurs. C'est la même chose du côté de Josh Allen. Puis la façon qu'ils se sont améliorés en tant Oui. que passeurs, ça prouve que ce sont deux joueurs qui sont des travailleurs acharnés. Ils ont l'air d'être des bons gars à chaque fois qu'on les voit, soit en entrevue, leur interaction avec les partisans et tout. Euh, un ou l'autre, j'aimerais voir un de ces deux joueurs-là soulever à bout de bras le trophée Vince Lombardi. Comme Marc-André l'a dit pour Lamar Jackson, je crois que c'est valable également pour Josh Allen. Les deux sont trop formidables en tant que joueurs de football pour ne pas toucher au trophée Vince Lombardi au moins une fois. En tout cas, on va voir qu'est-ce qui va arriver. Mais écoute, ben David, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Encore une fois, la Plaisir. saison va commencer jeudi. Tu seras à la description. Je sais que Mhm. plusieurs amateurs de football du Québec ont bien hâte de t'entendre à la description en compagnie de Pierre Vercheval. Il nous reste juste à patienter à cette première rencontre de la saison. Fait que, écoute, je te souhaite de passer une bonne fin de journée. Puis, ben, on se reparle Merci. prochainement. Ça va sûrement être lors d'un match des Alouettes. Oui, comme je dis à certains, à partir du début du mois de septembre jusqu'en février, je vois davantage Didier
Pierre, Mathieu, Bruno, Danny et compagnie plus souvent que ma conjointe et mes enfants. Donc, j'ai hâte de te voir, Didier, dans quelques jours. Ouais, ça commence le marathon jusqu'à la mi-février. Donc, écoute, on est choyé, on est loin de se plaindre parce qu'on a l'occasion de vivre de belles expériences, notamment Ouais. en étant sur place pour le Super Bowl. Puis cette année, c'est à San Mhm. Francisco. Alors, il y a pire destination que ça. Allez, Bien porte-toi d'accord. bien, David. Salut. Bye bye. Avec le début de la saison de la NFL, eh bien, j'ai eu quelques conversations avec des amis du podcast qui ont vraiment hâte au début de la saison. J'aurais demandé quelle est la chose qui retient leur attention, qu'ils ont hâte de voir lors de la saison 2025 de la NFL. Alors, je vous invite à écouter ou à regarder les entretiens que j'ai eus. Tout d'abord avec Marc-Angelo Souma Dabo, qui est analyste des matchs de la NFL pour une station de télé en France. Renaud Bourbonnais, bien sûr, ami du podcast, mais également un de mes collègues à RDS. Gardy et Hollywood, qui sont co-animateurs du podcast La Chronique des Alcooliques. Ouais, ils avaient beaucoup de choses à dire, Gardy et Hollywood. Et ainsi que un de mes collègues à RDS au niveau du NFL Red Zone, Jasmin Leroux. Alors, je vous invite à écouter ces entretiens. Marc-Angelo, tu as vraiment connu une très belle carrière, une carrière unique au football. Tu as joué ton football amateur, bon, bien sûr, en France, mais tu as également participé à un camp d'entraînement avec les Browns de Cleveland. Donc, explique-nous ton cheminement. Comment tu as fait, en étant un joueur de football en France, à te retrouver éventuellement dans la NFL, et puis en quelle année tout ça s'est passé? Alors, j'ai été plutôt chanceux par rapport à mon parcours. C'est que j'ai eu les bonnes opportunités, les bonnes personnes au moment où il fallait. J'ai commencé le football américain en 92 au Météor de Fontenay-sous-Bois. D'ailleurs, j'ai fortement été influencé par le Canada. Parce que, mon premier ballon, ben, je l'achète au Canada. Donc, c'est un ballon de la CFL que j'achète, avec lequel je m'entraîne. Et quand je commence le football américain au Météor, eh bien, ce sont deux entraîneurs du Québec qui débarquent au Météor pour nous entraîner. Alors, ces deux Ah oui, entraîneurs, c'était ils ont quoi eu leur un nom? Dorion, les deux frères Dorion. C'est Frère François et d'Orient, ok, Luc je ne connais Dorion, pas. qui étaient du Ok, François et cégep du Luc Dorion. Vieux-Montréal. Ouais. Ah oui, ben, Et c'est mon cégep, ça. Moi, j'ai joué au cégep du Montréal. So, ah j'ai joué bah, un peu plus tard pour les Spartiates, ben tu oui. joué plus tard. Est-ce que tu connais C'était Marc toujours Santerre? Marc Santerre. C'était Oui, toujours oui, Marc oui, ben Santerre oui, qui vous Marc entraînait. Santerre, oui, Marc Santerre était mon entraîneur lorsque j'étais au cégep. Ah bah, j'ai été aussi Oui, entraîné puis par Marc traditionnellement, on Santerre avait parce que toujours des joueurs de la France au sein de notre équipe. c'est ça. Est-ce que tu savais que Marc Santerre avait été entraîneur de l'équipe nationale de France? Oui, 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 ben oui, je savais ça, ça je le savais, oui. Et Marc Santerre, eh ben, Ah, ben le monde est justement, petit. après ma première année où je joue avec, Mhm. François Dorion, eh bien, François Dorion, trouve quelques qualités chez moi et m'envoie au Vieux-Montréal pour l'été et je fais le camp avec les Spartiates. Malheureusement, j'avais pas suffisamment de fonds pour rester, donc j'ai dû rentrer, mais c'est ma première exposition au football, nord-américain et ensuite je passe chez les Flash de La Courneuve où je rentre en équipe de France. Moi, j'étais rentré en équipe de France avant, mais là, je confirme ma place. Et il y avait la NFL Europe qui existait à l'époque. Et ils recrutaient toujours Oui. des Français ou des Européens qui étaient intéressants. Et c'est par ce biais-là, donc, que je rentre en NFL Europe, au Galaxy Francfort, où je joue 4 ans. Et pendant ces 4 années-là, bah, j'ai plutôt bien joué. Et il y a les Browns de Cleveland bah, qui appellent pour pouvoir me recruter, étant donné que j'étais agent libre, que j'avais pas d'équipe à louer. Mhm. Et donc, ils appellent pour pouvoir savoir s'ils peuvent me signer. Et là, ils apprennent que je suis français. Et donc, ils ont lancé une enquête. J'ai eu la chance d'avoir les bonnes personnes qui ont parlé pour moi. Et j'ai pu signer un contrat NFL et aller jouer avec les Browns. Et combien de temps tu as passé avec les Browns de Cleveland? Alors, avec les Browns, j'ai passé toute la pré-saison, j'ai fait les 4 matchs et je me fais couper au dernier cut. À l'époque, c'était les derniers cuts. Il y avait des cuts qui étaient datés. Il y avait, à cette période-là, on libère tant de joueurs, on doit réduire et tout. Et Oui. j'arrive jusqu'au dernier cut où je suis en concurrence avec un receveur qui a, euh, qui a 23 ans et moi, j'en ai 30. Donc, je comprends totalement le choix.
en tant que général manager, je suis content le choix. En tant que joueur, bon, j'étais pas content, hein. Mais Ouais, ben non, c'est ça sûr, s'est ouais. Et puis dis-nous, à ce moment-là, qui étaient là, les joueurs vedettes là, du côté des Browns de Cleveland? Puis ça, c'était en quelle année, ta participation alors, au camp d'entraînement? c'était en 2003 et c'était l'époque où les Mmh. Browns sortaient d'une qualification en playoff. Ça Ah! remonte. Ouais, ça remonte, Et ouais. Je pense qu'ils se sont qualifiés en éliminatoire peut-être une autre fois depuis. 2 peut-être. ouais, Mais vas-y, continue. une où ils ont sorti les Steelers d'ailleurs avec Baker Mayfield. Mais à l'époque, c'était Tim Couch qui était le QB titulaire. Il avait été drafté premier tour Ouais, et malheureusement, il ouais. s'était blessé pendant la saison précédente. Et c'est Kelly Holcomb qui était arrivé et qui avait mené les Browns en playoff. Et donc, j'arrive Ouais, dans je m'en cette souviens. période où il y a cette lutte entre les deux quarterbacks et on doit déterminer si Tim Couch va être titulaire et donc continuer sa carrière du côté des Browns ou bien va être battu par Kelly Holcomb, ce qui marquerait pour lui la fin de sa carrière aux Browns. Et c'est Kelly Holcomb qui a gagné cela. J'arrive aussi Mmh. à une période assez spéciale pour les Français parce que c'est la période 2003, c'est l'invasion en Irak. Et j'arrive chez les Browns Ah, ben juste oui. après que Dominique de Villepin, notre ministre des Affaires extérieures de l'époque, ait déclaré non, la France n'ira pas en Irak. C'était l'époque où, je Mmh. ne sais pas si tu te souviens, aux États-Unis, ils étaient sur le oui, on va changer le nom des French fries en Freedom Fries. Euh, le vin français, on va le Ouais, je m'en boycotter. souviens. Mmh. J'arrive, c'est un peu bizarre parce qu'il y a des gens qui refusent de me serrer la main. Ils sont un peu fâchés contre moi. Je comprenais pas trop. Mais c'était une période où je le suis toujours, hein, très très fier d'être français. Ouais, ben ça, c'est vraiment, super. Écoute, d'avoir été en mesure justement de participer à un camp d'entraînement avec les Browns de Cleveland, à l'époque, c'est vraiment un bel accomplissement de ta part. Puis maintenant, ben, pour les gens qui ne savent pas, toi et moi, on s'est rencontrés en février dernier à la Nouvelle-Orléans, au Superdome, avant la rencontre, du Super Bowl. Et pour les gens qui ne le savent pas, ben, tu es également analyste à la télé française, analyste des matchs de la NFL. Et puis, comment vous faites pour couvrir la NFL? Parce que vous diffusez les rencontres en direct, mais avec le décalage horaire de 6 heures, ça doit pas être toujours évident, là. Ouais, c'est pas toujours facile. Alors, en général, le match de 8 heures, bah, c'est 2 heures du matin pour nous. Mmh. Donc, on commande pendant la nuit. Ce qui fait que, et c'est ça qui est étonnant, non seulement on perd de l'audience parce que les gens dorment, mais c'est quand même très suivi. Et pour nous, au fur et à mesure, avec la chaîne beIN Sport, on a développé l'offre. Au début, on était sur un match par semaine. Ensuite, on a étendu à 2 matchs. Et maintenant, on fait quasiment tous les matchs. Et on a aussi le Red Zone. Ce qui fait que pour nous, des dimanches NFL, ça commence à 7 heures du soir et ça finit limite à 6 heures du matin au bout Oh! des 12 heures de non-stop football. On adore ça, mais on est épuisé après. Ouais, j'en doute pas. Écoute, parce que moi, de mon côté, je suis épuisé les dimanches de la NFL, puis au moins, j'ai pas à devoir gérer le décalage horaire comme c'est le cas pour vous. Mais nous aussi, on diffuse, le Red Zone, puis je travaille sur le Red Zone, à tous les dimanches, également. Donc on a des horaires de travail similaires, mis à part l'heure à laquelle, on travaille. Mais dis-nous, Marcangelo, la saison s'en vient à grands pas, là, de la NFL. Est-ce qu'il y a une histoire? Est-ce qu'il y a un joueur, une équipe que tu as hâte de voir en action? Est-ce qu'il y a quelque chose qui retient ton attention ou peut-être qui t'amène des questionnements? À quoi tu as hâte là, au début de la saison de la NFL? Alors, tout comme toi, je suis un passionné, je suis ça avec attention. Alors, bien entendu, le cœur va parler, étant donné que je suis Cleveland. Il y a l'affaire Shedeur-Sanders qui, j'ai Mhm. hâte de le voir avoir une opportunité qui n'arrivera peut-être pas tout de suite, mais avoir une opportunité et voir ce qu'il va en faire. Donc, ça, j'ai hâte. J'ai hâte aussi de voir ce que les Eagles vont faire juste après leur titre. Comme tu le vois,
J'aime beaucoup les Eagles également, pour la simple et bonne Ouais. raison que quand je découvre le football américain, il y avait Randall Cunningham qui jouait quarterback du côté de Philadelphie et j'étais un fan de Randall Cunningham. Après, j'ai aussi hâte de voir ce que va faire Cam Ward, le premier tour de draft, du côté de Tennessee. J'aimerais bien savoir. Et puis, il y a un petit truc que j'attends, c'est de voir comment ça va marcher du côté de la Nouvelle-Angleterre et des Patriots, avec leur nouveau head coach, qui est un ancien joueur des Patriots, qui connaît bien la maison, qui a l'esprit Oui, Bill Mike Vrabel. Belichick, exactement, qui pour moi est un très grand coach, qui avait réussi des très grandes choses du côté de Tennessee. Et je pense que Tennessee, à partir du moment où le GM et la direction ont décidé de lui enlever les rênes, ben, je trouve que c'est à ce moment-là que c'est parti un peu au sud. Eh bien, Mhm. là, du côté des Patriots, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner avec une défense qui va être sensée et dure. Donc, après, c'est la NFL. Il y a tellement d'histoires à raconter, il y a tellement de points à voir. Les Saints, comment leur reconstruction va se définir. Les Rams, attention aux Rams. La seule chose qui peut les empêcher, c'est que bah, Matthew Stafford continue avec sa blessure au dos et ne soit pas à 100%. Mais sinon, j'ai hâte de voir cette équipe, comment elle va performer, parce qu'on a sous-estimé ce qu'elle était l'année dernière. C'est la seule équipe qui a posé des problèmes aux Eagles. Ouais, Donc, c'est très vrai, ça. cette année, avec un peu plus d'expérience, avec des joueurs qui sont un peu plus rembourrés, je pense que les Rams, ça peut jouer quelque chose. Mais c'est ça la problématique aussi, c'est tellement dépendant d'un joueur aux Rams que Mm. si ce joueur n'est pas à 100%, ça peut vraiment partir ailleurs. Ouais, définitivement. En tout cas, moi aussi, les Rams m'intriguent, mais tout repose sur le dos, littéralement, de Matthew Stafford. On va voir si son dos va tenir le coup au cours de toute la saison régulière. C'est un long calendrier, comme tu sais. Alors, j'ai bien hâte de voir ça. Ben, écoute, Marc-Angelo, je te remercie encore une fois d'avoir accepté mon invitation. Puis bonne saison 2025 de la NFL. Puis j'espère qu'on va avoir de la chance de se revoir dans le cadre du Super Bowl 60 à San Francisco au mois de février. Ben, ça sera avec plaisir. Et puis bonjour à tous les Québécois. Et merci à la famille Dorion de m'avoir si bien guidé et si bien formé. Bon, Renaud, la saison de la NFL va commencer dans quelques jours. Dis-moi, est-ce qu'il y a une histoire, une équipe, mis à part tes Dolphins de Miami, là, je sais que tu es un grand Mhm. partisan des Dolphins, est-ce qu'il y a une équipe ou un joueur, quelque chose qui t'intrigue en vue de la prochaine saison? Ben, première des choses, il n'y a pas grand-chose qui m'intrigue avec les Dolphins en début de saison parce que je pense qu'ils vont avoir une saison extrêmement difficile. On en a déjà parlé ensemble. Mais moi, je vais avoir un œil sur les Chiefs de Kansas City, mais peut-être pas le même œil qu'au cours des dernières saisons. As-tu remarqué que après avoir remporté 2 Super Bowls l'an dernier, bon, c'est quand même rendu jusqu'au Super Bowl chez les Chiefs, mais on dirait qu'ils ont perdu des points de aura. Là, on dirait qu'ils ont perdu un peu du respect de la Ligue au cours de la saison morte. Du moins, moi, c'est l'impression que j'ai quand on demande aux gens qui est la meilleure équipe de la NFL présentement, l'an dernier, pratiquement toute la saison, les gens auraient dit les Chiefs, même s'ils ont de la difficulté des fois à marquer des points, même si les matchs sont très serrés, même si on l'emporte par la peau des dents, les Chiefs sont quand même la meilleure équipe jusqu'à ce qu'ils perdent. Et là, ils ont perdu au Super Bowl contre les Eagles et on dirait que tout est redescendu vers le bas. Ça fait quoi, une dizaine d'années qu'on domine complètement notre division, la division ouest de l'américaine. Cette année, c'est la première fois depuis vraiment longtemps qu'on parle qu'une équipe pourrait les devancer possiblement dans la division parce que je sais que beaucoup de gens aiment beaucoup ce que les Broncos de Denver ont fait dans la saison morte, en plus du progrès qu'ils ont fait l'an dernier. Et je vais même me tourner vers Patrick Mahomes. Rappelle-toi, il y a un an, à pareille date, quand on posait la question aux gens qui est le meilleur corps arrière de la NFL, il n'y avait aucun questionnement. C'était Patrick Mahomes le numéro 1 et ensuite il y avait une bande d'aspirants pour éventuellement peut-être le devancer. Mais tout le monde allait dire Patrick Mahomes est l'homme à battre. Je demande la même question aux gens aujourd'hui. Je ne dis pas que personne va nommer Patrick Mahomes, mais il fait maintenant partie d'une conversation avec Josh Allen, avec Lamar Jackson. Je vais même mettre Joe Burrow dans cette conversation-là, même s'il a raté les éliminatoires l'an dernier parce qu'il a vraiment connu une saison fantastique. Mais je pense que chez les Chiefs de Kansas City, on est un peu à une sorte de croisée des chemins. On va être une bonne équipe, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais est-ce qu'on est encore dans la fameuse dynastie où on remporte des Super Bowls, où à chaque année,
on est l'équipe à battre dans la NFL. Moi, j'ai l'impression que présentement, l'équipe à battre dans la NFL, ce sont les champions à titre, les Eagles, et non les Chiefs. OK. Ben écoute, je vais me faire l'avocat du diable, juste pour l'exercice, pour s'amuser. Les Ouais, Chiefs ont amélioré leur ligne à l'attaque. Ils ont été c'est vrai. paralysés par une très mauvaise ligne à l'attaque l'année dernière. Écoute, c'est pratiquement un miracle. OK, la fiche qu'ils ont obtenue l'année dernière avec cette ligne-là, même le fait qu'ils se sont rendus jusqu'au Super Bowl. Mais là, on a utilisé un choix de première ronde sur le bloqueur à gauche, Josh Simmons, notamment. On a fait des acquisitions durant la saison morte. Tu ne penses pas que ça va être suffisant afin de relancer les Chiefs de Kansas City? Puis là, je dis relancer les Chiefs. Encore une fois, ils étaient Ben, finalistes c'est du ça. Super Bowl l'année dernière. Là. On est très sévère là, envers Kansas City. Ben, j'allais dire, les dynasties, les vraies grandes équipes de l'histoire ne répondent pas aux mêmes critères que les autres équipes. Rappelle-toi, à l'époque, pour les Patriots, c'était ça. C'était Super Bowl ou rien. Puis une défaite en finale au Super Bowl, puis il y en a eu trois dans la période Tom Brady là, avec les Patriots. Ben, c'était vu au Mhm. final comme des échecs parce qu'on ne se rendait pas jusqu'au bout. Alors, quand je dis que on n'attend plus les Chiefs de la même façon, je pense pas que les Chiefs sont devenus une équipe de 500 du jour au lendemain puis qu'ils vont devoir se battre pour une place en éliminatoire, mais je pense qu'ils ont perdu un peu la notoriété d'invisibilité qui tournait autour d'eux au cours des dernières années. Mais je pense qu'ils ont ce qu'il faut pour rebondir. Mais c'est ce qui est le fun avec le football, c'est sur le terrain que ça se passe. Ils vont falloir qu'eux-mêmes regagnent la confiance, j'ai l'impression, de certaines personnes. Ouais, puis sur papier, on a toujours une des meilleures défenses de la NFL. Je trouve ça toujours curieux de la façon dont l'identité des Chiefs a changé là, lors des dernières années. Tu sais. Mm-hmm. Avant, c'était une machine en attaque. Maintenant, leur force, c'est l'unité défensive. Fait que l'unité défensive devrait être encore une fois bonne cette année. Mais tu as parlé de Patrick Mahomes. Il y a une raison pourquoi maintenant il n'est plus la réponse automatique à savoir qui est le meilleur carrière de la NFL. C'est qu'il y a vraiment eu une baisse de production au niveau de ses Ouais. statistiques, en particulier lors des 2 dernières saisons. C'est pas nécessairement de sa faute, je crois. Bon, on vient de parler de la ligne d'attaque, mais également la position de receveur. Tu sais, où sont les receveurs explosifs du côté de Kansas City, comme à l'époque avec Tyreek Hill, notamment. Et Travis Kelce, il est vieillissant là, maintenant. On va voir s'il va être en mesure de connaître une bonne saison. Lui-même, il a avoué, je ne sais pas si tu avais vu ça, il a avoué que, bon, l'année dernière, durant la saison Ouais. morte, sa préparation en vue de la saison a laissé à désirer, hein? Étant donné qu'il faisait le tour du monde avec sa copine, la chanteuse dont le nom m'échappe, là, puis je sais, c'est la Taylor chanteuse la plus Swift. populaire sur la Terre. Ouais, Taylor Swift, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je me souviens pas de son nom, je ne fais Ouais. pas partie de son public cible. Mais bon, OK, il suivait Taylor Swift durant ses tournées. C'est pas une bonne façon, là, si tu veux t'entraîner puis te préparer là, pour une saison de la NFL, là, si tu es constamment en voyagement et tout. Là, il a dit qu'il a recommencé à bien s'entraîner et tout. On verra qu'est-ce que ça va donner. Mais ça pour dire, oui, les choses ont changé pour Patrick Mahomes. Il n'est plus la réponse automatique afin de savoir qui est le meilleur carrière de la NFL. Moi, j'ai hâte de voir s'il sera en mesure de rebondir. Puis tu parlais de la dynastie. Tu sais, Tom Brady a dû s'adapter à des nouveaux coéquipiers, OK, au cours de sa Mm-hmm. longue carrière, que ce soit la dynastie des Patriots qui a duré 2 décennies après ça lorsqu'il a quitté pour Tampa Bay. On n'a pas Exact. encore vu ça du côté de Patrick Mahomes. Là, c'est le début de ça qu'on voit. Alors, est-ce que tu penses qu'il va être en mesure justement de s'adapter au cours des prochaines années, là, pas juste pour la saison 2025, et redevenir sans équivoque le meilleur carrière de la NFL? Ben, t'as raison, c'est en cours de changement présentement chez les Chiefs parce que, bon, rappelle-toi, il y a 3 ans, Tyreek Hill a quitté. Déjà là, c'était un énorme changement étant donné sa productivité avec les Chiefs, bon, celle qu'il a eue avec les Dolphins aussi, mais le fait que ça laissait un trou béant dans l'attaque des Chiefs. On a souvent dit qu'ils n'ont pas remplacé Tyreek Hill, mais la vérité, c'est que Tyreek Hill, est-ce qu'il est vraiment remplaçable? C'est un joueur tellement unique, tellement dynamique, tellement rapide sur le terrain. Donc, une arme parfaite qui complétait le bras canon Ouais. de Patrick On Mahomes. a gagné un Et Super Bowl jusqu'à sans maintenant, Tyreek Hill aussi. Hein? c'est Ouais. vrai, exact, tout à fait, tu fais bien de le mentionner. Mais on a perdu ce morceau-là et là, on vient de voir, tu as mentionné 2 saisons un peu moins productives de la part de Patrick Mahomes. Je pense que les gens passent sur une saison, les gens passent sur 2 saisons. Mais quand ça fait 3 saisons de suite que tu es un peu moins Mm. productif, là, les gens commencent vraiment à en prendre note. Et j'ai l'impression que, parce que rappelle-toi, Patrick Mahomes, il y a à peine 1 an ou 2, on mentionnait même son nom dans les grands KR de tous les temps. Puis avec raison, il a gagné 3 Super Bowls, il a été ultra productif.
il a eu des saisons parmi les Renaud, plus productives de tous les Renaud, temps en début de carrière. c'est pas juste là, lors des dernières saisons. On n'est pas obligé de remonter si loin que ça dans le temps. Avant le dernier Super Bowl, je parle au mois de février dernier. Mhm. Souviens-toi, lors de la semaine du Super Bowl, il y a bien des gens qui disaient: Ah ben là, si les Chiefs remportent un autre Super Bowl, là, Patrick Mahomes va s'approcher de Tom Brady. Éventuellement, il va gagner plus que 7 Super Bowls, qui est le record de Tom Brady. Ça, c'était juste avant le match contre les Eagles. Ouais, Là, tout a complètement changé une fois que les Chiefs ont exact. subi une raclée aux mains des Eagles de Philadelphie. Exact. Et il faut se le rappeler, dans le cas de Tom Brady, il y a eu les 3 premiers Super Bowls, mais il s'est passé 10 ans ensuite Ouais. entre le troisième et le quatrième championnat de Tom Brady. Et là, il y avait vraiment eu une fracture complète dans l'alignement et c'est comprenable. Là, combien de joueurs de football ont eu une carrière qui dure plus de 10 saisons? Ils sont assez rares, particulièrement hors de la position de carrière étoile. Alors, pour Patrick Mahomes, je ne dis pas que l'étoile s'est éteinte complètement, mais il va avoir des choses à prouver et c'est ça faire partie des grands, c'est ça, faire partie de l'élite, même si tu es à 3 Super Bowls, ce que presque aucun carrière a réussi à faire. Là, la liste est très courte au cours de l'histoire. Et rappelle-toi, s'il gagnait en février dernier, on parlait même du fameux tripeat, la série de 3 Super Bowls qui n'a jamais pu être réalisée, qu'à peu près personne n'avait même pu y rêver depuis les Cowboys du milieu des années 90. Non, je pense que Patrick Mahomes n'a pas le choix de rebondir simplement pour répondre à son propre standard. Et sinon, il va devenir un de ces fameux joueurs dont on parle de sa carrière a commencé en canon. Oui, il a une carrière quand même digne du temple de la renommée, mais que la deuxième moitié de sa carrière ne serait pas aussi productive. Ben écoute, Renaud, on va bien sûr suivre la saison des Chiefs de Kansas City et de toute la NFL. Écoute, je te remercie de ton passage au podcast. C'est ton podcast également avec Tommy Yes. et Jean-Michel, le Tailgate. Alors, pour les gens là, qui sont avides de podcasts, il n'y a pas juste le sac du car. Si vous voulez écouter le Tailgate, ben, on vous invite à le faire, bien sûr. Écoute, Renaud, je te remercie. Puis, de toute façon, on va se voir en masse maintenant que la saison de la NFL va commencer, étant donné qu'on sera ensemble au NFL Red Zone à tous les dimanches. Yes, ça commence le 7 septembre pour nous deux, j'ai hâte. Bon, les gars, je suis vraiment heureux de vous recevoir dans le cadre de mon podcast. La saison de la NFL s'en vient à grands pas. Qu'est-ce que vous allez surveiller? On va commencer avec toi, Gardy. Là. Dis-moi, qu'est-ce qui retient ton attention? Qu'est-ce que tu as hâte de voir durant la saison 2025? Oh, j'ai hâte de voir mes Giants. Ça, c'est eux, for sure. J'ai hâte de. Dormez pas. Vous allez vous souvenir de ce nom-là. Beau Collins. Ce petit partenaire-là, ce petit. Yo, un bail qu'on a bien scoop. Je vous le garantis. Je pense que Russell. On va avoir un vintage Russell. Je suis très, très sûr on va avoir un vintage Russell. Yo, notre front seven, même si Hollywood n'est pas d'accord avec moi, mais moi, je trouve que notre front seven est vraiment on point. Sur notre tertiaire, bon, OK, on a un bon safety cette année. Yo, on a la cédule la plus tough de la NFL. C'est la seule chose qui me dérange, but même là, je pense qu'avec quelques drama qu'il y a dans le NFC East, yo, on peut, tu sais, tu comprends, on peut gérer de quoi, là. Là, j'ai vu que McLaurin vient de signer son extension, so bon. Même là, ça sent quand même un peu de drama pareil. Puis, yo, Cowboys, drama, so... Yo, je pense que, yo, le NFC East, on est là, là. Nous, tout le monde est content à Giants, là. Tout le monde a le sourire. On mange des W. Je vais pas faire le signe, là. Je vais pas faire le move, là. Mais, yo, Comme we in Jameis. W's. Exactement, we in W's. So, yo, dormez pas sur Giants. C'est ça que je vous dis. Dormez pas sur Giants. Hollywood, j'ai vu secouer la tête dès que Gardy a mentionné les Giants de New York. Pourquoi? Toi, Mon t'as pas gars, l'air aussi confiant là, que les Giants vont connaître une bonne saison. mon gars, mon gars, j'ai la même confiance en les Giants que j'imagine. Est-ce qu'il va neiger? Est-ce qu'il va neiger au Québec cette année? Tu sais? Oublie les Giants. Oublie lui. Bon, un fan, c'est un fan, tu sais. Il faut les laisser vivre leur fandom. Mais Giants, je lui ai déjà dit, Giants finit pas en haut de troisième dans la division. Je lui ai déjà dit. Je suis pas d'accord. Ben, Mais écoute, Gardy, je le laisse. ben, mais Gardy, dis-moi, est-ce que toi, tu as espoir que Russell Wilson va connaître une bonne saison ou est-ce que tu t'attends à ce que Jackson Dart, là, peut-être d'ici le mois d'octobre, soit envoyé dans la mêlée comme carrière partant, parce qu'il a vraiment bien joué lors des matchs préparatoires? Moi, je pense que ça va arriver. Yo, Russell a 4 games.
mais les 4 premières games sont tough. Selon moi, il va avoir 4 games pour se prouver. Puis à partir de là, ben, s'il n'y a rien qui marche, s'il n'y a pas fini 2-2, je pense que si c'est vraiment 0-4, on va donner la chance aux petits jeunes, man. Mais les 4 premières games sont vraiment tough, man. C'est Commanders, Cowboys, Chiefs. Le quatrième, c'est qui? C'est pas Eagles. 49ers. 49ers. Après, on tombe contre Saints. Mais les 4 premières games sont vraiment rough, là. Vraiment rough. Puis, en plus, je me suis dit, avec 49ers, je me suis dit, ah, ils ont perdu quelques gars. On est peut-être good, mais après ce que j'ai vu depuis season, je suis comme, oh my god, les gars sont aussi forts. Ouais, en tout cas, Mais, j'ai bien hâte de voir ça, moi, début de saison des Giants. J'ai bien hâte de voir ça. Parce que moi, j'ai l'impression que Jackson Dart, c'est juste une question de temps, là, avant qu'il l'envoie ouais, dans la exact. mêlée. Mais moi, je suis d'accord avec laisser le jeune, pas le lancer dans la gueule du loup comme ça, là. Juste, OK, que le vétéran prenne 2-3 coups, puis dire, OK, yo, tu sais quoi, comme, t'as rien à prouver, comme, juste, va faire qu'est-ce que on pense que t'es capable de faire, ça. Moi, je believe dans le petit jeune, Mais je Ouais, fait believe que tu quand même penses, que, est-ce que tu penses que Brian Daboll, dans un an, est-ce que Brian Daboll sera l'entraîneur-chef des Giants de New York? Est-ce que tu penses qu'il va être en mesure de sauver son emploi? Puis la même chose pour Joe Shane, pendant que Hollywood, pour les gens qui nous écoutent de façon audio, il va du pouce vers le bas. Hollywood n'a aucun espoir pour les Giants. Yo, Gardilac dit la même chose chaque année, mon gars. J'entends ce speech-là à chaque année et il n'y a pas de changement. OK, attends. J'ai donné le speech à chaque année, mais j'ai jamais believe en Daniel Jones. Je le savais que c'était pas le QB qu'il fallait, là, comme pour moi, le gars, comme, il y a eu une bonne saison, pour moi, c'était pas the answer. Puis pour répondre à ta question, Joe Schoen, moi, je l'aurais déjà mis dehors depuis l'année passée, là. Depuis le Saquon, je l'aurais mis dehors. Il n'y a rien qu'on peut me dire qui va prouver qui va montrer que, oh, yo, ce gars-là pourrait être un bon GM. Comme, si tu es prêt à laisser Saquon partir, puis, puis dans le hard knock, tu l'entends parler comme ça, OK, yo, ouais, on va aller chercher Singletary, je pense que, yo, ça va être un bon fit pour... J'ai dit, OK, oublie ça. Non, oublie ça. So, pour moi, le GM est dans un hot seat. Brian Daboll, bon, je suis pas trop sûr. Jusqu'à présent, je pense pas que c'est un mauvais coach. Je pense vraiment pas que c'est un mauvais coach. C'est un gars quand même qui a pu développer Josh Allen. Je lui donne encore, là. Je pense pas que c'est vrai. Je pense qu'on lui a pas mis dans une bonne position. Mais là, cette année, si tu regardes, il y a eu comme, on a fait de bons drafts. On a cherché quelques bons petits weapons. Je pense que cette année-là, comme, il y a eu une nette amélioration. En tout cas, j'ai hâte de voir ça. Hollywood n'arrête pas de secouer sa tête depuis le début, depuis que tu te mets à parler des Giants. Mais c'est quoi, Hollywood? Pour les gens qui ne savent pas, toi, tu es un partisan des Seahawks de Seattle. Avant que tu nous parles de qu'est-ce que tu vas surveiller du côté de la saison de la NFL cette année, parle-nous de tes Seahawks. Il y a quelques semaines, j'avais reçu Georges Larac, qui est un grand fan des Seahawks. Lui était pessimiste. Il ne croit pas du tout en Sam Darnold. Toi, est-ce que tu crois en Sam Darnold? Est-ce que tu penses que les Seahawks vont être en mesure de participer aux éliminatoires? Puis là, c'est au tour de Gardy de secouer la tête. Bon, il peut secouer sa tête comme il veut, mais nous, tu sais que les Seahawks, we always in the mix. On est toujours dans le mix. Fait que notre seul point d'interrogation, pour de vrai, c'est Darnold. Mais vu que il connaît le système de Clint Kubiak, il y a beaucoup de weapons, on a amélioré notre O-line. Si Lucas reste LT, Cross, on sait déjà qu'il est bon. On a draft peut-être le meilleur guard dans le draft. Je believe qu'on protège Sam Darnold. Il va être capable de faire la job. Mais c'est quand même le point d'interrogation dans notre équipe. À part ça, tu vas n'importe où dans l'équipe. We ready. J'espère vraiment que cette année, il ne va pas avoir de fantômes. Même Dans s'il la voit des pochette. fantômes. Parce que c'est ça. Même s'il voit des La fantômes. ligne d'attaque des Seahawks, elle n'est pas géniale. Là. On a essayé de Non, l'améliorer. mais On va voir qu'est-ce que il y ça a eu va donner. l'amélioration. Lucas est là. Walker Lucas, revient on quand? l'a perdu l'année passée. Toi, Lucas, il a une shape cette année. Il a perdu du poids. Il s'est mis une shape. Est-ce que les genoux vont tenir? Puis notre left guard qu'on a draft, il y a plus de pré-saison. Si tu as regardé la pré-saison, il y a une belle pré-saison. Fait que non, right guard, je sais qu'il y a un battle encore
avec center. Mais je believe. Walker Et revient toi, quand? Gardi, qu'est-ce que tu penses de ça? Ouais, Kenneth Walker, on l'a pas vu beaucoup durant le camp d'entraînement. Hein. C'en a un Ah, autre, ça, qui est blessé. Puis il est constamment blessé. Charbonnet, mon gars, Charbonnet Oh, to the arrête de rescue. niaiser, Hey, Charbonnet. t'as regardé le preseason de Charbonnet? De toute façon, c'est un gros running back, Charbonnet. Je sais pas pourquoi tu dis ça, mais c'est un bon running back aussi, Il est là. pas mauvais. Il est pas mauvais. C'est un bon numéro 2. Bof, il peut être numéro 1. L'année passée, c'est lui qui a run le ballon l'année passée. Il a fait une bonne Moi, je job. suis d'accord Il a avec fait une bonne job. Gardi. Moi, je trouve que c'est un bon numéro 2, mais comme porteur de ballon numéro 1, Kenneth Walker est beaucoup plus talentueux. Là. Le seul problème, Non, c'est que ça, c'est Walker sûr. est Ça, incapable de rester en non, ça, santé. ben oui. Ça, c'est sûr et certain, Kenneth Walker, c'est notre superstar running back. Mais s'il n'est pas là, je believe que Chardonnay peut prendre le load. Ça, c'est sûr et certain. C'est aussi fou que moi qui dis « Oh, je believe que Singletary peut prendre le load comme un running back numéro 2. » Lies. La C'est pas la même chose, non. affaire. C'est la même Non. chose. Pas du- La même Charbonnet chose. va dans Giants, il start automatique. Si Automatique. tu believe pas dans mon petit Tyron Tracy? Bro. Charbonnet va dans Giants, il start automatique, comme j'ai dit. Bon, les gars, je sais que vous n'allez pas vous entendre sur vos équipes respectives, mais Hollywood, qu'est-ce que tu vas surveiller là, au début de la saison de la NFL? Là? Qu'est-ce qui retient ton attention? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier, mis à part tes Seahawks de Seattle, que tu vas observer durant la saison? C'est sûr que je vais suivre de proche la situation avec les Browns, avec mon boy Shedeur. Ça, c'est un des gros points. Mais le rookie class en général aussi, je trouve qu'il y a un bon rookie class qui vont aider beaucoup de leur team. Mais le Shedeur situation, j'ai hâte de voir ça. Ouais, Shedeur qui est carrière numéro 3, derrière Flacco, derrière Dylan Gabriel. Est-ce que tu as aimé qu'est-ce que tu as vu de la part de Shedeur? Je ne parle pas là, du deuxième match préparatoire où il jouait derrière une ligne à l'attaque de réservistes. Puis en fait, 4 de ces 5 joueurs-là ont été libérés. Mais lors du premier match préparatoire, puis est-ce que tu penses là, que pour lui aussi, là, quand je parlais de Jackson Dart, mais c'est une question de temps avant qu'il obtienne du temps de jeu. Parce que là, Shedeur est derrière Flacco et derrière Dylan Gabriel. Donc, s'il arrive quelque chose à Flacco, on a l'impression que c'est Gabriel là, qui est carrière numéro 2 puis qui va obtenir du temps de jeu. Ouais, bon. Sur celle-là, bon, je sais que Shedeur, c'est pas facile pour lui en ce moment, mais je sais que Shedeur, depuis qu'il est protégé dans le pocket, I believe qu'il est meilleur que Gabriel. Au moins ça. Le vétéran, là, je sais que Browns veulent aller avec le vétéran, c'est correct, mais je believe que Shedeur devrait être numéro 2. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, Gardi? Je suis d'accord, mais moi, pour de vrai, j'aimerais, si on a tué Pickett à Raiders, j'aurais vraiment voulu qu'on trade Shedeur parce que pour vrai, je pense que les Browns ne le veulent pas. Puis je pense qu'on le met dans des mauvaises positions, justement. Surtout la dernière game, comme il n'y avait aucune protection. Sur lui, il paraît mal. C'est vrai qu'il y a des décisions que je pense qu'on aurait dû se débarrasser du ballon, mais il n'était pas protégé pour 2 scènes. Je pense que. Puis tu le vois quand il a joué contre Panthers, il est calme. Il joue toujours calme. Il n'est jamais d'un rush. Tu vois comme il contrôle la pression. Et là, tu le vois là, comme c'était. Pour moi, là, je pense qu'on est en train de le saboter. Je pense qu'on est en train de le saboter. Puis tant qu'à ça, comme juste laissez-le partir. Comme faites quelque chose, je sais pas, allez le tuer pour quelques draft pick parce que là, on le traite vraiment comme un fifth round pick. Clairement qu'il devait être dans le top 5 first round. So, je trouve comme on le sabotage là présentement. Je pense vraiment pas que Browns le voulait. Ça paraît là. Ouais. Qu'est-ce que j'ai vu la dernière game, ça paraît. Mais vous savez quoi, les gars? Les Browns ne vont pas participer aux éliminatoires, OK? Ça, on s'entend là-dessus, là, je crois, les trois. Fait que c'est bien beau, Shedeur, les Browns, mais les Browns sont les Browns, OK? Dans un mois, peut-être lorsque Shedeur va obtenir un départ, peut-être ça va être dans 2 mois, peu importe. Je vais porter mon attention un peu plus sur les Browns de Cleveland. Mais Gardi, avant qu'on se laisse, donne-moi une autre chose là, que tu vas surveiller. Là. Tu nous as parlé des Giants, mais une autre chose,
Tu sais, parle-moi d'une équipe qui va participer aux éliminatoires, du moins qui a des chances de participer aux éliminatoires. Là. Pas comme Shedeur et les Browns. Shedeur, ça a été une bonne histoire durant la saison morte, ça nous a occupés. Mais là, donne-moi une histoire là, qu'on va vraiment suivre durant la saison régulière, qui pourrait avoir un impact peut-être sur l'équipe qui va gagner le Super Bowl et non une équipe qui va avoir le premier choix du prochain repêchage. Cette année, Lamar Jackson a aucune excuse. Là, il n'y a rien là. Comme là, dire. Attends, vous m'entendez? Ouais, Oui, ouais. oui, on t'entend bien, oui. Oui, oui. Oui. Il a aucune excuse là, présentement là. Comme la défense est trop incroyable. Il y a eu toutes les ils ont racheté des weapons dans l'off-season. Yo, tu vois, en plus, la semaine dernière, il y a eu une petite panique, genre, on disait qu'il y a eu un injury, là, ça a été éclairci que, tu sais, c'est rien de grave, so il va être correct. Yo, je sais pas, je sais pas qu'est-ce qu'il va, comme s'il gagne pas cette année, c'est beau, là. C'est beau, là. Comme, y a plus rien, on n'a plus rien à dire. On n'a plus rien à dire, là. C'est son année, là. C'est son année. Ben ça, on peut dire ça de Lamar et également de Josh Allen des Bills, parce qu'ils sont Yes. tellement bons, mais les deux n'ont jamais participé à un Super Bowl. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Hollywood? Tu sais, ça passe ou ça casse, autant pour Lamar, comme Gardy vient de le dire, mais également Josh Exact. Allen et les Bills. Exact, même chose. Josh Allen est dans la même catégorie où là, c'est le temps, ça passe ou ça casse. Ils sont on the brink. On les voit, les deux. Josh Allen un petit peu plus proche des fois. Mais là, cette année, Là, il y a eu son MVP. On lui a donné son MVP, malgré que peut-être il y a du monde qui considérait que Lamar devait avoir un autre MVP. Mais là, on t'a donné ton MVP, mon gars. Qu'est-ce qui te reste? C'est d'aller au moins au Super Bowl. Au moins au Super Bowl. Hmm. Et moi, je pense que cette année-là, c'est un redeem year pour Mark Andrews parce que, yo, il faut vraiment le blâmer contre Bills l'année passée. Là. C'est vraiment de sa faute. Ah, Les ben deux non! joueurs s'étaient Ben non, ben enragés. non, Hey, ben non, ben Lamar était non. victime de Drop revirement était dans ce enragé. match-là aussi. Là. Hein? Lamar était victime de revirement aussi dans ce match-là. Là. Hollywood, je vois secouer ta Exact, tête. exact. Gardez pas trop Yo, Mark sévère là, envers Mark Andrews. Andrews. Non, non, En non, non. revenir de ça. Là. Non, Mark. Les gars, vous avez oublié les Andrews n'est deux pas à drops blâmer pour ça. Il n'est pas à blâmer. crucial. Non. Les deux drops étaient Et- cruciaux. Pour moi, c'était crucial parce que il fait les deux catchs. Et moi, je pense que ça aurait été ça aurait été all the way pour Ravens cette année-là, l'année passée. So, moi, je pense que cette année, Andrews, c'est sûr, lui aussi, il a vu des fantômes là, quand il allait dormir cette soirée-là. Là. Avec les deux drops. Il n'a pas dormi Non, cette non. nuit-là, ça Ça, c'est c'est sûr. Après le match, il n'a pas dormi du Ouais, tout. c'est sûr que le drop l'a fait quelque chose, mais la game, c'est un moment dans la game. Là. Il y a beaucoup plus de choses qui sont arrivées au début de la game. La performance de Lamar n'était pas bonne au début. C'est Ça. que Mhm. Andrews, c'est un play dans le match. Ouais, moi je suis d'accord avec Hollywood, Gardy. Je suis entièrement d'accord avec Hollywood. Même Lamar l'avait dit après le match. Il a dit écoutez, ça aurait jamais dû en venir à ce jeu-là, la passe échappée de Mark Andrews. Et Lamar a rappelé que Exact. lui-même, il avait été victime de 2 revirements en première demi. Moi, j'avais aimé ça de C'est la vrai. part de Lamar, d'avoir défendu Andrews de cette façon-là. Puis ça a démontré du leadership. C'est vrai, si Lamar n'est pas victime de 2 revirements, là, Lamar, il a son historique en match éliminatoire. Bref, les gars, on va devoir attendre au mois de janvier afin de voir si Lamar ou Josh Allen vont être en mesure, là, justement, là, d'accéder au Super Bowl, parce que c'est tellement 2 grands joueurs, mais c'est ça qui manque à leur CV, c'est la seule chose. Tu viens de dire, Exact. Josh Allen a été le joueur par excellence de la Ligue l'année dernière. Lamar a déjà 2 titres de joueur par excellence. Ça leur prend un Super Bowl. En tout cas, j'ai bien hâte de voir ça. Écoutez, les gars, je vous remercie de votre passage au podcast. J'invite les gens à également écouter ou regarder votre podcast, La Chronique des Alcooliques. Où est-ce que les gens peuvent vous regarder et vous écouter, messieurs, avant de se quitter? Et sur toutes les plateformes, vous pouvez nous suivre, LCDA Podcast, YouTube, TikTok, Instagram, Spotify. We everywhere. On est même sur Twitter. On est sur X. Sur X, bon ben c'est parfait les gars. Écoutez, je vous remercie encore une fois. Bonne saison, puis on va sûrement se reparler au cours de la saison. Merci à Let's toi. go.
On accueille maintenant mon collègue à RDS, Jasmin Leroux, avec qui je vais avoir la chance d'être à la description du NFL Red Zone à quelques reprises durant la saison de la NFL. Jasmin, toi, tu suis tous les sports, là, OK? Parce que tu travailles partout, que ce soit sur le football, le hockey, le soccer, le baseball. Mais je sais que dans ton fort intérieur, le football a une place de choix. Alors, à l'approche de la saison, dis-moi, est-ce qu'il y a quelque chose que tu surveilles, là, que tu as hâte de voir au cours de la saison 2025? Ben, tu fais bien de le dire, il y a tellement de choses qui sont à surveiller avec la NFL. Puis moi, depuis le début du camp d'entraînement, ce que je suivais avec le plus d'attention, c'était le dossier Micah Parsons qui retenait mon attention parce que je me disais, ça n'a aucun sens que ce gars-là ne soit pas déjà signé par les Cowboys de Dallas. Je pense que comme un peu tout le monde, on se disait que Jerry Jones était en train de laisser monter la pression un peu dans la marmite, puis qu'éventuellement, il allait finir par signer Micah Parsons. Et là, soudainement, il y a quelques jours à peine, alors qu'on se préparait là, à enregistrer cette émission-là, jeudi dernier, on a appris cette transaction-là de Micah Parsons. Alors, je te dirais que la semaine dernière, quand tu m'as demandé prépare-toi quelque chose que tu retiens, c'était assurément Micah Parsons avec les Cowboys de Dallas. Maintenant, ce que je retiens, je pense que c'est Micah Parsons avec les Packers et comment les Cowboys vont se relever de ça, parce que je t'annonce que c'est une transaction qui est marquante, je pense, dans les dernières années de la NFL. Didier, tu as peut-être le recul encore plus que moi pour le dire, Marc-André aussi. Je pense que dans les 10 dernières années, c'est dans les plus grosses transactions, pas nécessairement en termes de nombre d'éléments, mais en termes d'envergure de l'élément qui a été échangé. C'est énorme, ce mouvement-là. Ah, c'est la plus grosse parce que la transaction que bien des gens ont sorti comme comparatif, c'était celle de Khalil Mack qui avait passé des Raiders aux Bears de Chicago. Mais tu parles de Micah Parsons. Euh, c'est pas le meilleur joueur des Cowboys de Dallas. Puis ce sont des Cowboys de Dallas. C'est ça là, qui est complètement fou parce que jamais avant cette transaction-là, Jerry Jones était des parties d'un de ses joueurs vedettes. Il a toujours eu la réputation comme quoi il traitait bien ses joueurs vedettes. Lors des dernières années, bon, les négociations étaient un peu plus ardues, que ce soit avec Dak, avec CeeDee Lamb. Mais au bout du compte, il les a mis sous contrat. Il leur a donné leur gros sac rempli d'argent. Alors, comme toi, moi aussi, je croyais que Michael Parsons, avant le début de la saison régulière, il allait signer avec les Cowboys. C'est pas ça qui est arrivé du tout. Marc-André, ça a été quoi ta réaction lorsque tu as appris que Parsons était échangé? Est-ce que tu crois qu'on peut rayer le nom là, des Cowboys comme équipe, pas qui aspire au Super Bowl, parce que pour moi, les Cowboys, ce pas des aspirants au Super Bowl, mais même pour participer tout simplement aux éliminatoires? Le problème avec cette transaction-là, c'est que la signature de Micah Parsons, selon moi, aurait dû survenir il y a de cela 1 ou 2 ans. Tu sais, on parle souvent, je vais profiter de la présence de Jasmin avec nous, là, qui est multidisciplinaire. On parle souvent des directeurs généraux dans la NFL comme Howie Roseman, qui sont toujours un coup en avant de tout le monde. Dans la LNH, je trouve que Julien Brisebois, c'est ça aussi avec le Lightning. Toujours prévoir 1 an, 2 ans en avance. Mais justement, si on avait fait signer cette entente-là à Micah Parsons avant le début de l'autre, le 1 ou 2 ans, on aurait probablement vu Myles Garrett gagner. On aurait sauvé des sous. Myles Garrett aurait probablement gagné plus d'argent, mais ça aurait évité d'ailleurs de voir on aurait pu setter le marché. Je m'excuse de l'anglicisme. On aurait pu vraiment, c'est ça, statuer vraiment le marché pour ensuite, des gars comme Myles Garrett, justement, des gars comme Trey Hendrickson, tu sais. C'est ça, il faut voir. J'ai trouvé que justement, on avait été vraiment trop patient avec Jerry Jones. Puis, est-ce que les Cowboys sont rayés vraiment d'une participation aux éliminatoires? Je ne pense pas, Didier. Je pense quand même qu'on est une bonne équipe. Mais encore là, c'est ça ma première réaction. C'est qu'on aurait dû signer Micah Parsons bien avant, qu'on n'a pas vu venir ça. Puis c'est tout écoute, pour moi, c'est une question de toi aussi. Je sais que Didier, les reproches vont à Jerry Jones là-dedans. Puis c'est vraiment ça, moi aussi, que je pense. Je veux dire, on était incapable vraiment d'être proactif pour essayer d'avoir un joueur qui, selon moi, là, est le meilleur chasseur de corps de la NFL en ce moment, si vous voulez mon avis, pour se garantir de ses services à long terme d'un gars qui voulait être un Cowboys pour la vie. Écoute, définitivement, au mois de mars, on aurait pu mettre sous contrat Micah Parsons. Peut-être pas il y a 1 an ou 2, parce qu'il ne faut pas oublier, bon, il a seulement joué 4 saisons dans la NFL, donc ça aurait été très tôt là, pour lui donner une prolongation de contrat. Mais le pire dans tout ça, Marc-André, pour ton point, c'est qu'on a l'argent à Dallas.
On avait l'argent. C'est pas une question de sous, c'est pas une question de plafond salarial. C'est une question d'ego. L'ego de Jerry Jones. C'est devenu personnel entre Jerry Jones et l'agent de Micah Parsons. Et puis, en raison de son immense ego, Jerry Jones, ben, il a fini par échanger son meilleur joueur. Mais je te pose la question à ton tour, Jasmin. Est-ce que, selon toi, les Cowboys sont une équipe qui va participer aux éliminatoires? Parce que moi, avant même la transaction de Michael Parsons, lorsqu'on avait fait notre survol de la section Est de la nationale, je n'avais pas choisi les Cowboys afin de participer aux éliminatoires en raison de la présence de Brian Schottenheimer, un entraîneur recru. Je sais que c'est un vieux routier, ça fait longtemps qu'il est coordinateur à l'attaque, mais moi je n'y crois pas. Je ne crois pas qu'il va être en mesure de faire la transition comme entraîneur-chef. Peut-être que je vais avoir tort, mais je ne croyais pas aux Cowboys de Dallas. Il ne faut pas oublier, l'année dernière, même avec Michael Parsons, c'est pas comme si la défense avait été excellente. Alors, est-ce que tu crois qu'à la suite du départ de Parsons, Dallas sera tout de même en mesure de participer aux éliminatoires? C'est dommage à dire, mais j'ai pas l'impression, honnêtement. Surtout que les Cowboys, même avant cette histoire-là de Micah Parsons, avaient des questions. On t'a parlé de la défense l'an dernier qui avait eu des problèmes. Je pense qu'un gars comme Dak Prescott aussi en attaque est loin de nous amener des garanties de pouvoir jouer 17 matchs dans une saison. On a vu son historique dans les dernières années. Alors ça aussi, c'est un point de question. Moi, je pense qu'il y a aussi le côté qui va embarquer. Est-ce que ça vient de donner un coup d'assommoir dans un vestiaire de voir que ce gars-là est échangé? Parce que ça faisait partie des noms Micah Parsons dans la NFL que tu te dis, trouve un moyen, je m'en fous, c'est quoi le moyen, faut que ce gars-là reste avec son équipe. Si l'équipe veut le signer, qui semblait être le cas, si l'équipe n'a pas d'enjeu financier particulier, qui semblait être le cas, ben là, tu te dis, trouvez-moi une solution, je ne sais pas c'est laquelle, mais il faut absolument que ce gars-là signe. De ce qu'on a compris, puis tu dis, je sais que tu as suivi ce dossier-là, Marc-André aussi, avec attention. Bon, Jerry Jones semblait vouloir lui donner 5 ans de contrat, ce que les agents de Parsons ne voulaient peut-être pas. D'ailleurs, il a signé pour 4 ans là, avec les Packers. Est-ce que c'est là que ça a achoppé? Difficile à dire, mais je pense que jusqu'à un certain point, si tu sens vraiment que tu es sur le bord de perdre ce gars-là, il faut que tu lui donnes ce qu'il veut avoir, puis tu l'amènes avec toi dans le bateau pour les prochaines années. Alors, je pense que si j'avais à mettre un vieux 2 je te dirais non, ils ne seront pas en éliminatoire. Les Cowboys, surtout que, bon, le titre de la section, je pense qu'il est presque quasiment promis aux Eagles sans trop de contestation. Alors là, on rentre dans un dossier d'équipes repêchées. Il y en a beaucoup des équipes repêchées qui peuvent aspirer aux éliminatoires. Les Cowboys faisaient partie de ce groupe-là avec Micah Parsons. Sans Micah Parsons, j'ai l'impression que ça va être difficile, honnêtement. Moi, cette transaction-là, je trouve que c'est un coup d'assommoir immense à travers la NFL de voir que ce gars-là, finalement, a été échangé. Il y a quelqu'un, quelque part, et je pense que ce quelqu'un-là, c'est Jerry Jones, qui a erré parce que ce gars-là aurait dû rester à Dallas. C'est le visage de cette équipe-là, encore plus que Dak Prescott depuis 4 ans. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Écoute, avant qu'on te laisse y aller, Jasmin, est-ce que les Packers, je sais, là, toi, tu voulais nous parler des Cowboys et de Micah Parsons, mais du côté des Packers, est-ce que cette transaction-là, selon toi, ça fait de Green Bay des aspirants au Super Bowl? Ben, les Packers, en tout cas, ont déjà une très belle équipe. Je pense que Jordan Love a pris de la maturité dans la dernière année. On sent que les années où il est resté un peu, il y a eu quoi, 2 ans, là, si je ne me trompe pas, où il est resté numéro 2 à Green Bay, on sent que ça lui a fait prendre un peu l'envergure pour devenir un quart numéro 1. Je fais maintenant partie de ceux qui disent qu'ils ont confiance en Jordan Love comme quart arrière. Et là, en défense, tu amènes ce gars-là. La faiblesse un peu, si on peut l'appeler une faiblesse des Packers en défense, c'était au niveau des chasseurs de casse, c'était au niveau de la ligne défensive, parce que la tertiaire, on la savait intéressante, même si Jerry Alexander a quitté. Mais oui, je pense que là, les Packers font partie maintenant des aspirants pour le Super Bowl. Dans la section Nord, je pense encore, c'est peut-être parce que j'aime les Lions, là, je pense encore que les Lions sont la meilleure équipe dans la section Nord, même avec Micah Parsons, avec les Packers, mais ça ne m'étonnerait pas que ce soit deux équipes qui aient des fiches là, de 13 et 4 là, ou quelque chose comme ça et qui vont se battre pour le premier rang, j'en serais pas surpris. Mais je pense encore que je favorise les Lions, surtout si tout le monde est en santé. Là. Si Aiden Hutchinson reste en santé et tout le monde est là, j'aime encore plus les Lions, mais les Packers, assurément, font partie maintenant des aspirants, il n'y a pas de doute. Marc-André, tu es un partisan des Eagles de Philadelphie. Tu dois être soulagé de voir Micah Parsons quitter la division, mais je te pose la même question. Est-ce que l'acquisition de Parsons, ça fait en sorte que les Packers sont des aspirants maintenant au Super Bowl? Imaginez les joueurs des Packers, Didier, hier, là, ou la semaine dernière, quand ils ont appris la nouvelle. Le torse te bombe, là. En ce moment, t'es comme, OK, on était Charmander, on est devenu Charizard, là, en défense.
L'année Ah ouais. dernière, le meneur pour les sacs du corps chez les Packers en avait 7,5. On va assurément doubler ce total avec Micah Parsons dans notre défense. On avait parlé dans notre aperçu, dans notre survol de la division, Didier, que les Packers, on avait une ligne défensive, on avait une bonne ligne défensive, mais lorsqu'on veut aspirer aux grands honneurs, ça nous prend un joueur dont les équipes planifient contre. Je ne sais pas si mon français est correct là-dessus, mais on doit planifier maintenant des stratégies pour contrer Micah Parsons. On n'avait pas ce joueur-là avec les Packers de Green Bay. En ce moment, on avait des bons joueurs, des joueurs corrects, des joueurs honnêtes. Mais pour passer à un niveau supérieur, ça te prend un joueur d'impact de la trempe de Micah Parsons. Est-ce qu'ils sont des aspirants au Super Bowl? Je ne le sais pas. Ils sont assurément des aspirants. Ils vont assurément participer aux éliminatoires, c'est mon avis. Peut-être au Super Bowl, c'est un peu fort, mais la fenêtre est ouverte à Green Bay, puis on a décidé justement d'en profiter en faisant l'acquisition d'un joueur d'impact, d'un des meilleurs chasseurs de corps de la Ligue. Et si Jordan Love, il y a la progression dont on s'attend de lui, il peut rebondir à sa 3e saison dans la NFL avec une défense avec Micah Parsons. J'ai hâte de voir vraiment les Packers. C'est une équipe vraiment améliorée. Ça n'aura pris qu'un joueur et pour scraper notre aperçu des Packers de Green Bay et 2 pour les améliorer. Ils sont des prétendants au Super Bowl. Une chose est certaine, les Packers sont une équipe améliorée et c'est pas le cas pour les Cowboys de Dallas avec cette transaction-là. Puis en plus de ça, les choix de première ronde qu'on a acquis, ça va sûrement être des choix de première ronde à la fin de la première ronde, parce que Green Bay devrait être une équipe qui va participer aux éliminatoires, peut-être même se rendre jusqu'en finale d'association ou au Super Bowl. Alors, en tout cas, on va voir ce que ça va donner du Cowboys de Dallas avec le temps. Mais je pense qu'on va se rappeler longtemps de cette transaction-là comme, pas le début de la fin, mais je pense vraiment que c'est un signe que pour moi, Jerry Jones devrait plus avoir le titre de DG des Cowboys de Dallas. Personnellement, c'est ce que je pense. Mais écoute, Jasmin, tu es dans ta voiture. Merci d'avoir pris le temps de faire ton passage au podcast. Puis on va se voir au cours des prochaines semaines au NFL Red Zone. Ben, merci beaucoup, Didier. Merci, Marc-André. Je vous écoute là, depuis plusieurs semaines avec tous les aperçus de NFL. Je vais souhaiter bon début de saison aux amateurs, puis j'ai hâte qu'on se revoie, là, Didier, pour NFL Red Zone en début de saison. Puis on va faire des matchs aussi ensemble là, au cours de l'année sur RDS. Alors, merci, puis on se revoit bientôt, les gars. À la mi-juillet, je m'étais entretenu avec Kevin Raphaël, qui est un grand partisan des Bears de Chicago dans le cadre de notre survol de la section nord de l'Association nationale. Mais Kevin est allé également de hot take concernant les Eagles de Philadelphie et les Cowboys de Dallas. Alors, je vous invite à écouter ou à regarder cette partie de mon entretien avec Kevin. Moi, Eagles, écoute, ça c'est un autre hot take que j'avais dit, mais Eagles ne sont pas les playoffs l'année prochaine. Pourquoi? Man, c'est hot takes après hot takes là, de ton côté. Okay. Pourquoi tu penses que les Eagles ne sont pas participés aux éliminatoires? Parce que numéro 1 de la division, ça va être les Cowboys de Dallas. Numéro 2 de la division, ça va être les Washington Commanders. Qu'est-ce que tu as dit? Attends, tu as dit les Cowboys ont gagné la division? Yep. Non, Kev. Dak Prescott about to cook. CeeDee Lamb va avoir un Randy Moss year. Ah, tu me surprends, là. Tu me surprends. Pourquoi tu es si confiant en l'endroit des Cowboys? C'est la première fois que CeeDee Lamb va avoir du single coverage. Parce que, en termes de... À cause de la présence de George Pickens? Yes. Parce que George Pickens, c'est pas juste un 1. George Pickens, c'est un extra 1. C'est un 1 de 1. George Pickens a des meilleures mains que CeeDee Lamb. George Pickens est un meilleur route runner que CeeDee Lamb. CeeDee Lamb est plus complet que George Pickens. Mais en termes de ces deux particularités-là, Mais Kev, ceux-là, tu regardes juste le talent de George Pickens. Il y a une raison pourquoi les Steelers et Mike Tomlin ont voulu s'en départir. Imagine-toi, là, Mike Tomlin qui a été capable de gérer Antonio Brown. Antonio Brown. Ouais, mais il y a eu de la misère à la fin. Capable avec George Pickens. Non, oui, il y a de la misère à la fin, mais est-ce que tu peux le blâmer? Surtout une fois que Antonio Brown a quitté l'organisation des Steelers, tu as vu toutes ces phrases. Écoute, ça n'avait aucun bon sens là, jusqu'à ce jour. Mais George Pickens, moi, j'ai pas confiance que Brown... Non, ça le frustrait énormément. Ça, je comprends ça.
Mais même quand il était à Georgia, il y avait un historique, tu sais, de son comportement. Tu sais, c'est pas juste la blessure à un genou qu'il avait eu, là, qui a fait en sorte qu'il n'a pas été un choix de première ronde. Son attitude aussi. Je te dis, avec Brian Schottenheimer, qui va être entraîneur-chef, OK, puis je sais, ça fait longtemps que Schottenheimer est dans la NFL comme coordonnateur. Son père, c'est Marty Schottenheimer. Je comprends tout ça. Mais lui, c'est la première fois qu'il va être entraîneur-chef. Je pense pas qu'il va être capable de gérer George Pickens si les choses commencent à mal aller pour les Cowboys. Tu sais? Parce que Pickens, on l'a vu avec les Steelers, quand ça allait mal, écoute, il perdait la tête, pénalité, c'est des joueurs par le protecteur facial, des joueurs des autres équipes. Tu sais, c'est un loose cannon, comme on dit. Moi j'ai zéro Ça, c'est parce que les confiance. Steelers avaient besoin de lui. Les Steelers, les Cowboys n'ont pas besoin de lui, ils ont CD Lamb. Non, mais tu viens de dire, pour que CD Lamb ait single coverage, qu'il soit en couverture homme à homme, il y a besoin que George Pickens garde sa tête. Donc, les Cowboys en ont besoin d'une certaine façon parce qu'ils n'avaient pas de receveur numéro 2 derrière CD Lamb. Moi, je dis les Cowboys gagnent la division. J'aime beaucoup la défensive des Cowboys, by the way. J'aime beaucoup la défensive des Cowboys. Gagne la division. Puis l'autre affaire, c'est dur jouer 2 saisons de football au complet où tu t'en vas au Super Bowl. C'est dur. Moi, je vois un petit dip dans les Eagles, puis je les vois pas gagner leur division. OK, on a tout ça d'enregistré, Kevin. On a tout ça sur d'enregistré. tape. Mais comme je te dis, c'est fort possible. Je ne dis pas que c'est impossible. Parce que si on a une chose qu'on sait du côté de la NFL, c'est à quel point c'est imprévisible. À pareille date, l'année dernière, personne ne pensait que les Commanders avaient participé aux éliminatoires. Ils se sont rendus à une victoire de participer au Super Bowl. Je sais, toi, tu as confiance à Jaden Daniels, mais je pense que la majorité des gens... Parce qu'elle a gagné leur division. Je pense ouais. Félicitations. Ben écoute, comme je te dis, la majorité des gens, on pensait pas que les Commanders allaient connaître autant de succès. Tout ce que j'essaie de dire, c'est ça la beauté de la NFL. C'est que c'est imprévisible d'une saison à l'autre. On sait pas quelle équipe va être bonne, quelle équipe va être mauvaise. On pense que certaines équipes sont des aspirants au Super Bowl. Puis là, après 2 semaines, ou même après la première semaine, tu te dis, wow, cette équipe-là est dans le troupe. Fait que c'est ça la beauté de la chose. Alors Didier, passons maintenant à la minute des fans. On a une question de William Turner via courriel. Will Turner, c'est Bill Turner, là, comme dans Pirates des Caraïbes. Boule de bois, le père de... En tout cas, bref. On a une question de William un autre Turner, film que je n'ai pas vu, qui manque à ma culture personnelle. Je sais que je vais te décevoir là, en te disant ça, non. Je sais que c'est Johnny Depp qui joue le rôle d'un pirate quelconque, mais j'ai vu aucun de cette série. Aucun film de cette série. Désolé, Marc-André. Will Turner, c'est Orlando Bloom là, pour les... Bref, je vais arrêter ma référence à Pirates des Caraïbes. Bref, est-ce que c'est enfin l'année de Détroit pour gagner le Super Bowl, nous demande William Didier. Alors, c'est enfin l'année des Lions. Très bonne question, hein? Parce que là, les choses ont changé avec la transaction que les Packers de Green Bay ont complété, oui, avec les Cowboys de Dallas en mettant la main sur Micah Parsons. On s'en était parlé, Marc-André, toi et moi, hein, lorsqu'on avait fait notre survol de la section nord de la nationale. Comme quoi que les Packers, oui, ils ont une bonne équipe, mais où sont les joueurs vedettes? Et en particulier, au sein du front de la défense, on n'avait pas de joueurs d'impact. Mais là, on a Micah Parsons. Alors, pour moi, les Packers deviennent de sérieux aspirants au premier rang de la section. Mais pour moi, toutefois, les Lions demeurent les favoris. Il ne faut pas oublier que Détroit a terminé tout de même avec une fiche de 15-2 l'année dernière. Là. Oui, il y a des changements au niveau du groupe d'entraîneurs. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais pour moi, les Lions demeurent l'équipe à battre au sein de la section nord de la nationale. Et par conséquent, ils demeurent des aspirants au Super Bowl jusqu'à preuve du contraire. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que la fenêtre est ouverte pour les Lions de Détroit. Il y a des fenêtres qui s'ouvrent dans la NFL. Je crois beaucoup à ça. Des fenêtres qui s'ouvrent, des fenêtres qui se ferment. Je pense que la fenêtre des Lions est grande ouverte, comme celle des Eagles, comme celle des Packers qui viennent peut-être de s'ouvrir un peu plus grand. Le châssis est un peu plus est ouvert un peu plus grand là, pour laisser passer un peu plus d'air. C'est la même chose pour les Ravens. Est-ce que c'est l'année des Lions? Je ne le sais pas, mais ils vont être au plus fort de la course. Oui, en tout cas, j'ai bien de voir ça, moi, avec le nouveau groupe d'entraîneurs, les nouveaux coordonnateurs du côté de Détroit, mais quand même 15-2 là, l'année dernière, c'est vraiment pas peu le dire là, en termes de fiches. Et 2 défaites, mais écoute, est-ce que tu t'en souviens? Il n'y en avait pas une contre les Bucks? Est-ce que je me trompe? Les 2 étaient contre les Rams. Non? Écoute, là, je vais de mémoire. Là. Ouais, attends, je sais pas, peut-être Guillaume pourrait nous dire ça. Les 2 étaient contre les Rams.
Contre Les Buffalo, Bills? Guillaume nous dit ouais. Bon, écoutez, on va laisser faire. Je pensais que c'était les 2 contre les Rams, Ouais. tu vois? OK, ben, je vais faire confiance à Guillaume étant donné que c'est un partisan Ouais. des Lions. On sait qu'il y en a Ouais. une contre les Bills de Buffalo. Ben, écoute, on va se Ouais. tourner maintenant vers le fantasy football parce que tu as préparé pour nous des prédictions audacieuses Ben à oui, l'approche du début de la saison. Ça va commencer jeudi soir. Là, tu vas te mouiller un peu. On va pas effacer l'enregistrement d'épisode. On va pouvoir rejouer ça au mois de janvier si jamais tu t'es trompé. Mais sérieusement. Alors, tes prédictions audacieuses, on va commencer à Jacksonville avec le carrière Trevor Lawrence. Avant de me faire pitcher des rushs, je vais juste expliquer c'est quoi une prédiction audacieuse. C'est ma traduction de bold prediction, c'est-à-dire c'est une prédiction un peu osée, avancée, des fois un peu épicée, spicy, mais que tu dis peut-être qu'il y a un chemin, ça pourrait se produire, mais que les chances sont vraiment pas bonnes. C'est un peu ça mon idée. Et je commence avec Trevor Lawrence, comme tu l'as dit, à Jacksonville, et je dis qu'il terminera dans le top 10 à la position de carrière au niveau fantasy. Trevor Lawrence, l'année passée, il a terminé comme quart. Il est le quart numéro 20 en ce moment au niveau fantasy. L'année dernière, il était blessé, c'est sûr. Il a terminé dans le top 10. Il était numéro 8 en 2022. Et je pense que les Jaguars, ça pourrait fonctionner avec Liam Cohen. On endosse Liam Cohen ici, Didier, comme entraîneur, comme gourou des quarts. On se souvient, il a opéré sa magie Quand avec tu dis Baker on, Mayfield. tu dis, est-ce que tu parles de à Jacksonville? Est-ce que tu parles de toi? Parce que je veux juste préciser, moi j'endosse pas encore Liam Cohen. OK? Je veux juste créer une certaine distance avec tes propos. Ah, d'accord. Ben, on, c'était moi. On va OK. Fait que j'endosse. Ouais. OK, c'est bon. Mais OK. donc, j'endosse. Là, juste être clair. On a donné des armes, encore une fois, via le repêchage. Travis Hunter pourrait. On lui a donné une deuxième cible vraiment de choix à Trevor Lawrence. On a l'éclosion l'année dernière à sa saison de recrue de Brian Thomas à l'an 2. J'ai hâte de voir ce que ça peut faire. Et avec justement l'ajout de Liam Cohen, ce que je m'en allais dire tout à l'heure, Didier, c'est qu'il a opéré sa magie là, avec Baker Mayfield, qui a terminé au 4e rang à la position de carrière. Et surtout, ce qui est non négligeable aussi, c'est que Baker Mayfield, l'année dernière, Didier, a plus que doublé son total de verges au sol. Il ne faut pas oublier que Trevor Lawrence, il n'est pas mauvais au sol. Il y a plus de 280 verges au sol dans 3 de ses 4 saisons dans la NFL. Il y a 5 touchés au sol en 2022 et il y en a 4 en 2023. Si, bon, c'est sûr, l'année passée, il a joué que 10 matchs, il y a une centaine de verges au sol. S'il peut approcher justement le plateau des 350, 400 verges au sol avec 4-5 touchés, il devient, selon moi, hyper intéressant. Je pense que l'attaque des Jaguars est sous-estimée. Et évidemment, là, une prédiction audacieuse, une prédiction osée, il faut que les étoiles s'alignent. Et si les étoiles s'alignent, je pense que les Jaguars, je pense que Trevor Lawrence pourrait facilement intégrer le top 10 à la position de carrière. OK, parfait. On va garder ça en tête. On sait que Lawrence, bon, il est talentueux. J'ai bien hâte de voir ça, là, parce que ça serait bien si Liam Cohen pouvait relancer la carrière du carrière des Jaguars de Jacksonville. Maintenant, Ashton Jeanty, est-ce qu'il va faire sensation lors de sa première année dans la NFL à la position de demi à l'attaque partant des Raiders de Las Vegas? Prédiction audacieuse qui vont décevoir plusieurs parce que je dis qu'Ashton Jeanty décevra. Il sera hors du top 10 à la position de porteur de ballon. Et le porteur de ballon numéro 6 en ce moment au niveau fantasy, vous le repêchez dans le top 10 au total. Donc, de vos repêchages fantasy, il est donc un choix de première ronde. Didier, j'ai un petit quiz pour toi pour illustrer mon point. J'ai 2 joueurs. J'aimerais ça que tu sois capable de les identifier. Le joueur A a obtenu 343 portées. Il a récolté 2587 verges. Il a marqué 29 touchés en 14 matchs à sa dernière année universitaire. Et le joueur B, 374 portées, 2601 verges, 28 touchés en 14 matchs à sa dernière année universitaire. Je ne sais pas si tu as pu mémoriser tout ça. Est-ce que tu peux me dire qui est le joueur Attends, A et le joueur B? répète-moi les statistiques. Attends, on va y aller avec le joueur A. Répète-moi ces Le joueur A, statistiques en 14 matchs. 343 portées, 2587 verges, 29 touchés en 14 matchs l'année dernière à l'université. Ou à sa dernière année universitaire, plutôt, je devrais dire. Et le joueur B. Attends. Le joueur A, c'était en quelle année sa dernière année à l'université? Ah, là, je sais pas. Moins d'indices. Ah oui, ça remonte assez loin que ça. Mon Dieu. 29 touchés. 29 touchés. Et le joueur B, 374 portées, 2701 verges, 28 touchés en 14 matchs. Je vais vous le dire. Le joueur B, c'est Ashton Jeanty. 374 portées, 2601 verges, 28 touchés en 14 matchs l'année dernière. Et le joueur A, c'est Melvin Gordon.
Le point que je vais apporter ici, Ah oui, c'est vrai, il avait gagné 2000 verges, ben oui. le point que je vais apporter ici, c'est que Melvin Gordon, à sa saison recrue dans la NFL, 184 courses, 641 verges, aucun touché. Ça a été plus difficile. Je Ah ne crois ouais. pas que ça va arriver avec Ashton Genty, mais je veux juste mettre en lumière que dans l'éventail des possibilités, ça pourrait arriver. La ligne à l'attaque des Raiders, elle est vraiment ordinaire. Elle est classée au 18e rang par le site PFF. Et on a 6 matchs, les Raiders, cette année, contre des défenses qui sont classées dans le top 8 selon PFF. Les Eagles, les Giants, les Texans, les Browns et 2 contre les Broncos. On affronte donc des fronts défensifs assez extraordinaires là, du côté des Raiders. Donc, j'ai bien hâte de voir. Je ne dis pas qu'Ashton Genty, je pense comme la plupart des gens, je pense que c'est un joueur générationnel qui va être talentueux, qui va rapporter au niveau fantasy dès sa saison recrue. Mais il y a un monde qui existe où ce que Ashton Genty pourrait ressembler à Melvin Gordon lors de sa première saison. OK, c'est intéressant comme comparaison, c'est très intéressant. Si je ne me trompe pas, même la moyenne de verges par course de Genty lors des matchs préparatoires a été inférieure à 4 verges par course. On va garder ça en tête. On va garder ça en tête, amener de bons arguments. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Maintenant, C'est audacieux. Drake London. Oui, c'est audacieux, c'est très audacieux. On va voir, ça va devenir réalité. Maintenant, Drake London, receveur numéro 1 des Falcons d'Atlanta, Michael Penix sera son carrière. On a vu lors de la fin de la saison 2024, Penix ciblait énormément Drake London. Alors ça, est-ce que tu crois là, que ça va être positif? C'est quoi ta prédiction audacieuse pour le receveur de passe des Falcons? 39 fois en 3 matchs. Pour être plus précis, c'est énorme, Ouais, c'est Didier. ça. Et c'est pour ça et ma prédiction audacieuse va en ce sens alors que Drake London va intégrer le top 3 à la position de receveur de passe dans la NFL en niveau Hmm. fantasy. Il est le receveur numéro 9 en ce moment au niveau fantasy. Et comme je l'ai dit, il est ciblé non seulement 39 fois en 3 matchs avec Michael Penix, mais pour des gains de 352 verges, il a inscrit 2 touchés. Si, comme on dit là, en politique, si la tendance se maintient, ben, il va connaître une saison extraordinaire parce que il n'y a pas vraiment d'autres. Tu sais, on a beau parler de Kyle Pitts, on a beau parler de Darnell Mooney, mais honnêtement, Drake London est vraiment l'homme de la situation et je pense que d'être ciblé 150, voire 170 fois dans cette attaque-là, c'est très, très, très plausible dans une attaque maintenant dirigée par Zach Robinson, comme je l'ai dit. Donc, c'est l'option numéro 1 dans le jeu aérien chez les Falcons. On a une défense améliorée du côté des Falcons, mais je ne pense pas qu'elle sera élite en 2025. Donc, devra vraisemblablement passer pour rester dans les matchs. Donc, je pense que Drake London, c'est audacieux, c'est osé. Intégrer le top 3, on s'entend. Il faudrait déloger un Jamar Chase, un CeeDee Lamb ou un Justin Jefferson du podium fantasy. Mais je pense qu'avec ce volume-là qui peut attendre Drake London, c'est tout à fait plausible. Mais c'est un long shot. Alors, c'est effectivement très audacieux, surtout que Drake London ne joue pas au golf avec Michael Penix comme Kyle Pitts. Hein? Oublie pas ça, t'as vu ça là, au cours de l'été. Là. Ouais. Toutes les rumeurs, les arguments pourquoi il faut croire finalement à Kyle Pitts cette année. C'est le meilleur ami de Michael Penix et tout. Bref, on verra bien, mais c'est effectivement audacieux pour Drake London. Maintenant, Trey McBride et les rapprochés des Cardinals de l'Arizona, je pense qu'on a assisté à son éclosion la saison dernière. Est-ce que ça va se poursuivre pour lui, Marc-André, selon toi? Trey McBride aura plus de touchés, Didier, cette saison que durant toute sa carrière jusqu'à présent. Jusqu'à présent, dans sa Ah, ben carrière, il a 6 là! Jusqu'à présent, dans sa carrière, il a 6 touchés au sol et 6 touchés par la passe, pardon, et 1 au sol. Donc 7, je Déjà pense. que ça a tout pris pour qu'il inscrit son premier touché l'année dernière, tu t'en souviens? Je pense que 8 touchés, c'est dans l'éventail des possibilités. Là. C'est une possibilité pour Trey McBride, Mhm. assurément, parce qu'on dit qu'à l'an 2, peut-être que Marvin Harrison pourrait voir une ascension là, au niveau fantasy. On pourrait donc porter davantage d'attention à Marvin Harrison, donc ce qui pourrait libérer Trey McBride dans la zone payante. J'ai bien hâte de voir. Donc oui, c'est juste ça que je voulais vous dire. C'est quand même, je ne savais pas qu'il y avait seulement 6 touchés par la passe depuis le début de sa carrière, mais 6 plus 1, 7. Donc 8, je pense que c'est très, très, très. C'est pas très audacieux, même, je vous dirais. C'est ma moins audacieuse de mes prédictions, mais 8 touchés pour Trey McBride, c'est ça que je prédis. Ouais, je crois qu'il y a un lien direct avec le fait que Kyler Murray est une carrière de petite taille, là, pas capable de voir au-dessus de sa ligne à l'attaque par moment. Je ne sais pas, il doit avoir un lien.
parce que McBride est trop talentueux là, pour avoir marqué si peu de touchés là, en tant qu'ailier rapproché. Bref, c'est audacieux, mais c'est possible. C'est possible. Ouais. J'aime ça. Et maintenant, pour ta dernière... comment? C'est doux. C'est un piment doux. C'est pas le plus épicé des piments, maintenant. Non, mais c'est ça. C'est quand même réaliste. Mais je vais voir si tu vas terminer en force, justement. Est-ce que tu vas nous arriver avec un piment épicé en nous parlant de la défense des Cardinals de l'Arizona? Oui, la défense des Cardinals, qui est classée au niveau fantasy, 19e en ce moment, va intégrer le top 10 à la position. J'ai pas parlé beaucoup de défense. En fait, j'ai pas parlé de défense dans mes chroniques fantasy depuis le début de la saison, donc je voulais terminer le tout en beauté. Donc, moi, j'adore les additions qu'on a faites du côté des Cards avec Josh Sweat, Calais Campbell, Dalvin Tomlinson. On a repêché également Walter Nolan. Je pense que le front défensif des Cardinals est assez sous-estimé en ce moment. On a acheté on a des beaux ajouts là, dans la tertiaire également, avec Will Johnson, entre autres. Et je voulais apporter à votre attention les 6 premiers matchs des Cards. C'est contre la Nouvelle-Orléans, la Caroline, San Francisco, Seattle, Tennessee, Indianapolis. Nouvelle-Orléans, Seattle qui ont une ligne à l'attaque, on va dire, était médiocre l'année dernière. Je pense pas qu'elle est... Ouais, exact. Suspect. C'est un excellent mot. Tennessee, Indianapolis. Donc, 4, même Caroline. 4 de ces 6 matchs-là, voire 5. J'adore la perspective de la défense des Cardinals pour obtenir des sacs du corps, obtenir des interceptions. Donc, je pense que si les étoiles s'alignent encore une fois, je pense que les Cards que vous repêchez, qui est classé 19e, qui va être disponible sur votre fil de joueurs autonomes, je pense qu'elle pourrait surprendre en 2020. Ah, je suis d'accord avec toi. La défense des Cardinals, elle passe sous le radar. L'année dernière, avec les effectifs qu'on avait, moi, j'avais été impressionné jusqu'à une certaine limite, justement, de la performance de cette unité défensive-là. Elle avait besoin, justement, d'une injection de talent. Puis là, tu as mentionné les noms, les joueurs qu'on a signés via le marché des joueurs autonomes, également les nouveaux joueurs qu'on a amenés au repêchage avec Johnson et Nolan. Ah non, je suis d'accord avec toi. Je trouve ça intriguant. C'est une prédiction audacieuse, mais encore une fois, qui pourrait devenir une réalité, j'ai l'impression. Un petit piment jalapeno. On est loin du... c'est quoi les piments qui sont hyper épicés, là? Les poplano, les piments bananes Ouais. ou... C'est quoi en je sais anglais, pas... là, les Ghost Pepper? Ghost Pepper, je Ghost crois, là, c'est pas pepper, ça là, ouais. qui est Je sais pas le c'est plus quoi en fort, français. là. Exact. Ouais. C'est pas, mais tout ce que je sais, tu pourras pas me payer pour essayer ça, là. Non, merci. Non, Non. merci, Je mange pas vraiment. épicé. Moi non plus. Oui, oui, je mange épicé, mais il y a des limites, toutefois, là. Ça, c'est de la torture, OK. là. Quand tu vois des gens qui en mangent, là, ça, c'est trop. Mais j'aime ça épicé un peu, là. Quand ça ajoute un petit kick, un peu de saveur, là, c'est toujours bon. Bon, ben écoute, Marc-André, on a fait le tour pour cet épisode du podcast Le Sac du Cœur. Je te remercie de ta contribution et on aura un deuxième épisode pour vous cette semaine qui sera mis en ligne jeudi. Jeudi, c'est le début de la saison régulière de la NFL. Alors, on va y aller, Marc-André et moi, de nos prédictions pour les rencontres qui seront présentées lors de la première semaine d'activité. Alors, je vous invite bien sûr à ne pas rater cet épisode du podcast Le Sac du Cœur. D'ici là, bien, portez-vous bien.